Je vais faire un survol rapide d'un peu notre compréhension de la vision aujourd'hui, ou de la neuroscience de la vision plutôt. Et je vous encourage absolument à m'interrompre autant de fois que vous le voulez, parce que c'est beaucoup plus amusant pour moi. Et j'ai aussi mis mon mail si jamais vous voulez me poser d'autres questions avec d'autres commentaires plus tard. Alors, ça vous est sans doute déjà arrivé de vous promener dans la rue et de voir quelqu'un que vous pensez vaguement connaître, et de vous dire, il faut absolument que je lui dise quelque chose, et il se passe quelques secondes, et dans l'espace de ces quelques secondes où vous réfléchissez à ce que vous voulez lui dire, la personne disparaît. Et ça vous déprime un petit peu de vous dire que vous êtes tellement lent. Mais pour vous remonter le moral, je peux vous dire que vous n'êtes pas si lent que ça, parce que dans ces 2 ou 3 secondes qui se sont écoulées, une énorme quantité de choses se sont produites. C'est produite dans votre cerveau, et de façon totalement sans effort, et de façon très rapide, très fine, très sophistiquée. Alors par exemple, vous avez instantanément reconnu ici un visage humain. Vous avez tout de suite vu qu'il s'agit d'une fille et pas d'une autre forme de vie, et ça vous a pris peut-être 1/10 de seconde. Et si c'était la nuit dans l'obscurité ou la journée en plein soleil, vous auriez reconnu la même personne. Dans l'espace de cette fraction de seconde, votre cerveau a cherché parmi tous les gens que vous connaissez et a pu identifier quelqu'un que vous connaissez probablement. En plus, vous avez très très rapidement analysé le mouvement, c'est-à-dire sans le moindre effort, votre cerveau a décidé que cette personne courait vers la gauche, cette fille courait vers la gauche et pas vers la droite. Ou vous avez également instantanément vu si elle court vers vous ou plus probablement si elle s'éloigne. Et donc, il s'est passé une infinité de processus dans votre cerveau qui sont des processus fins, une analyse fine et une analyse assez sophistiquée, et qui sont, pour un certain nombre de ces choses, des choses qui seraient très difficiles à faire par un ordinateur. Mais vous l'avez fait sans le moindre effort et de façon très rapide et très fine. Et donc, je vais essayer de vous décrire, ou de commencer à vous décrire la façon dont le cerveau arrive à traiter l'information visuelle de cette manière aussi efficace. Maintenant, un des charmes de la vie en général et de la science en particulier, c'est qu'on peut regarder le même phénomène ou la même chose sur des plans très différents. Et ce que je vais essayer de faire ici, c'est de commencer par sur un plan assez élémentaire, c'est-à-dire de vous décrire un petit peu la machine qui traite l'information visuelle, votre œil, votre cerveau, et d'essayer de voir comment on peut comprendre à partir de la machine, à partir des éléments de la machine, quels sont les mécanismes de la vision, comment est le processus global. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de faire un survol assez rapide de phénomènes plus conceptuels qui ont moins à voir avec les mécanismes détaillés de la machine, si vous voulez, du cerveau, mais qui ont plus à voir avec des contraintes plus globales ou des fonctions plus globales du cerveau ou de la vision. Si vous voulez, si je fais la comparaison si je fais une analogie avec une voiture, si on se demande comment marche une voiture, on peut soit la décortiquer, regarder le volant, les roues, etc., comprendre un petit peu l'action de chaque élément et de s'imaginer, si on les met ensemble, ce qui se passe et que devient le mouvement de la voiture. Un autre angle d'approche, c'est de se dire, bon, j'ai une voiture, il faut qu'elle monte, il faut qu'elle puisse descendre, il faut qu'elle puisse accélérer rapidement, qu'elle puisse tourner à un certain angle, et à partir de ce genre de contraintes, descendre, et de s'imaginer quel type de voiture on aimerait avoir. Donc je vais essayer un petit peu d'illustrer les deux chemins, les deux cheminements de questions. Alors la première partie de l'exposé, qui sera sur, si vous voulez, la partie bottom-up, où on part des éléments et on essaie de comprendre la vision, sera une partie un peu plus sérieuse parce qu'on connaît plus de choses là-dessus. La deuxième partie, qui est la partie sur laquelle on connaît moins de choses, sera plus fun et sera plus un survol plutôt qu'une description détaillée. Alors, la première chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'il n'existe d'image que dans le monde physique. Au-delà du monde physique, dans votre cerveau, il n'y a pas d'image, c'est que des signaux électriques. Donc, une image que vous voyez dans le monde est convertie dans la rétine en un ensemble de signaux électriques, et à l'intérieur du cerveau, la tâche du cerveau, c'est d'interpréter ces signaux électriques et de vous expliquer donc ce que vous êtes en train de voir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je veux dire par signal électrique? Ce que je veux dire, c'est que une image va être convertie, ou chaque élément d'une image, si vous voulez, va être converti en une impulsion électrique ou en une impulsion chimico-électrique, si vous voulez,
qui est transmise d'un neurone ici au neurone qui est connecté à un autre neurone qui est connecté au premier neurone, du neurone de droite au neurone de gauche. Alors les neurones, c'est les cellules du cerveau, et là je vous ai dessiné un neurone de façon extrêmement schématique. Là, ce sont des neurones toujours très schématiques, mais un peu plus réalistes. Et j'ai mis cette image ici simplement que vous ayez une idée de la forme de vos cellules. Je vous montrerai des images véritables de neurones dans quelques minutes. Donc là, il y a un corps cellulaire, il y a le centre de la cellule avec un noyau, et les cellules neuronales ont cette spécificité qu'elles ont des espèces de bras, des espèces de filaments qui en sortent. Et en particulier, il y a un filament qu'on appelle l'axone, qui est le filament qui transmet les impulsions électriques de la cellule à d'autres cellules, et d'autres filaments ici qu'on appelle les dendrites, qui ressemblent à des arbres ici, et qui sont là pour recueillir les signaux électriques, les informations qui viennent d'autres cellules. Okay? Et la région où les deux cellules se connectent ici s'appelle la synapse, et donc souvent on se réfère à ce neurone comme le neurone présynaptique, et ce neurone-ci comme le neurone postsynaptique, celui qui a reçu l'information. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, ce qu'on mesure dans un laboratoire, c'est justement ces impulsions électriques. Donc ça, c'est une réelle mesure d'un réel neurone de la rétine. Et donc là, vous voyez, chacun de ces petites barres bleues, c'est une impulsion électrique émise par la cellule. Et souvent, on résume cette activité de la cellule par une courbe qui décrit l'intensité, si vous voulez, le nombre, si vous voulez, de ces impulsions par unité de temps. Okay? Donc si cette courbe est élevée, on dira que la cellule est en train de répondre à un stimulus visuel, à quelque chose, à une image dans le monde. Okay? Et donc souvent, j'utiliserai ce genre de langage et je vous dirai que la cellule répond quand cette courbe monte, si vous voulez. Donc cette courbe décrit la propensité de la cellule à répondre. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, notre tâche en tant que scientifique, c'est d'essayer de comprendre le langage ou d'interpréter la manière dont ces signaux électriques donnent lieu à ce qu'on appelle la vision. Donc, pour être plus spécifique, l'image donc vient du monde physique et imprimée dans la rétine. La rétine, qui est ce tissu qui tapisse le fond de l'œil, va convertir cette image en un ensemble de signaux électriques. Ces signaux électriques, à leur tour, sont transmis au cœur du cerveau, à divers noyaux dans le cerveau, en particulier un noyau très important dans le thalamus, qui est une région centrale au cœur du cerveau. Et ensuite, après reconversion, si vous voulez, après retraduction, ce signal électrique est transmis à l'arrière de la tête, à l'arrière du cerveau, qui est l'aire du cortex visuel primaire. Donc c'est la première aire où est traitée l'information visuelle dans le cerveau. Et de là, l'information est envoyée dans le reste du cerveau et broadcastée, si vous voulez, dans le reste du cerveau. Okay? Alors, déjà, il y a une chose assez frappante ici, c'est que vraiment, la rétine est comme le trou de serrure par lequel vous voyez le monde. Et donc, tout ce qui est analysé par la rétine, tout ce qui est capturé par la rétine rentre dans votre cerveau, et c'est ça que vous appellerez la vision, et tout ce qui est abandonné par la rétine, vous n'y aurez jamais accès. Donc, c'est essentiel de comprendre comment marche la rétine, quelles sont les règles que la rétine suit, et qu'est-ce qu'elle absorbe du monde visuel, et qu'est-ce qu'elle laisse tomber du monde, qu'est-ce qu'elle abandonne dans le monde visuel. Alors ça, c'est une raison pour laquelle il est très pertinent de commencer l'étude de la vision par l'étude de la rétine. Maintenant, il y a d'autres raisons. C'est que la rétine est le système visuel est organisé différemment de tous les autres systèmes sensoriels. Et cette différence réside dans l'existence de la rétine. Donc là, je vous compare les circuits périphériques, si vous voulez, des divers sens. Donc, la vision, l'audition, le toucher, le goût et l'odorat. Et pour vous donner un exemple, regardez l'odorat, par exemple. Donc ça, qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est une cellule qui est logée dans la peau de votre nez, dans l'épithélium de votre nez. Et il y a des récepteurs sur cette cellule qui vont être sensibles à une espèce chimique, à une molécule odorante que vous sentez dans une fleur, par exemple, ou à la nourriture que vous mangez. Okay? Ces récepteurs vont activer cette cellule et zip, l'information va être directement envoyée au cerveau. Okay? Et ça, c'est la même chose pour les autres sens, à part la vision. Donc, tous les autres sens, il y a quelque chose qui réagit dans la périphérie et le message est envoyé directement au cerveau. Alors que pour la vision, c'est différent. La vision, il existe cette rétine qui est un espèce de petit cerveau dans l'œil
et qui déjà traite l'information de façon assez sophistiquée avant de l'envoyer au cerveau. Et donc, il n'y a pas qu'une seule cellule, il n'y a pas une seule autoroute vers le cerveau, mais il y a tout un petit circuit, plusieurs couches dans votre œil qui déjà traitent l'information. OK ? Et quand je vous dis que c'est un morceau de cerveau dans l'œil, la rétine, c'est que c'est vraiment un morceau de cerveau. C'est-à-dire que ce n'est pas la peau de l'œil qui s'est transformée pendant le développement en cerveau, mais c'est vraiment le cerveau, quand vous étiez un embryon, qui s'est avancé vers l'œil et qui a mis un petit morceau de cerveau dans l'œil. OK ? Et cette structure est très similaire en fait à la structure du cortex, à la structure du cerveau, à la structure de différentes aires du cerveau. Donc même pour ce qui est de l'analogie, c'est utile de l'étudier. OK, alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse rétine ? Cette rétine, c'est donc le tissu qui tapisse l'arrière de votre œil comme ça et qui est essentiellement fait de 3 couches. Donc il y a une première couche qui est la couche où se logent les photorécepteurs, donc c'est les cellules qui sont les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets, vous les employez dans votre vision nocturne, dans le noir. Les cônes, vous les employez dans votre vision diurne, la journée. Alors, ces photorécepteurs vont ensuite exciter ces cellules intermédiaires que j'ai représentées ici en rouge, qui sont des cellules bipolaires. Et ces cellules bipolaires vont à leur tour exciter des cellules ici, que j'ai représentées en mauve, ici en mauve, qui sont les cellules ganglionnaires qui, elles, envoient directement l'information au cerveau. Donc, si vous voulez, il y a 3 couches, en gros, et en plus, il y a des petites couches intermédiaires. Donc, il y a ces cellules-ci en jaune qui ressemblent un peu à des pieuvres sur cette image, qui sont les cellules horizontales et les cellules amacrines. Maintenant, ces cellules ont une différence, c'est qu'elles ne sont pas excitatrices, comme les cellules principales de ces 3 couches, mais elles sont inhibitrices. Donc, au lieu d'exciter les cellules ganglionnaires, elles ont tendance à les inhiber, et donc à les rendre moins actives. OK ? D'accord. Alors ça, je vais juste revenir un petit pas en arrière, parce que là, je vous ai dit avant qu'il y avait donc cette différence où on a ce petit cerveau dans l'œil, mais il y a une autre différence. C'est que dans l'odorat, par exemple, dans votre nez, vous avez à peu près 1000 types de récepteurs différents. Donc vous êtes déjà capable, dans l'épithélium de votre nez, dans la peau de votre nez, de distinguer 1000 espèces chimiques différentes. Okay ? Et cette diversité est donc déjà présente dans votre nez, à l'état natif, si vous voulez, et envoyé au cerveau. Alors que dans la rétine, vous avez dans la nuit un seul type de cellules, les bâtonnets. Pendant la journée, l'être humain, vous avez 3 types de cônes, et donc vous avez très peu de diversité. Et la diversité de la vision, la sophistication de la vision est créée par ce circuit, okay ? Et non pas par une grande diversité de cellules. Alors c'est très amusant, ça je fais juste une parenthèse, c'est très amusant, mais il y a je crois que c'est des tortues qui utilisent des huiles avec des couleurs différentes pour avoir un plus grand nombre de cônes. Donc il y a des tortues qui voient beaucoup plus de couleurs qu'on ne peut en voir nous, par exemple. Ou alors il y a des oiseaux de proie, si je ne me trompe pas, qui ont des cônes qui sont sensibles à... Je crois que c'est l'ultraviolet, et parce que l'urine de leur proie émettent de l'ultraviolet, donc ils peuvent suivre leur proie à la trace de l'urine. Mais quoi qu'il en soit, il y a peu de types de cônes. Même la tortue qui en a beaucoup, elle en a peut-être 6 ou 7, elle n'en a pas 1000. OK. Ah oui, alors ça, c'est juste pour vous montrer que je ne vous mens pas. Ça, c'est une vraie rétine, c'est une rétine de poulet. Et donc, vous voyez très clairement les couches. Donc, ça, c'est la couche des photorécepteurs. Ça, c'est la couche intermédiaire avec les cellules bipolaires, les cellules horizontales amacrines. Et ça, c'est la couche des cellules ganglionnaires. Et ce truc bleu, là, c'est un ensemble de fibres. C'est tous les axones et tous les dendrites, comme une espèce de spaghetti effrayant qui permet la communication entre cette couche et cette couche-là. Okay ? Et ce qui est totalement fascinant, et ça je vais y revenir après, donc vous pouvez l'oublier pour l'instant, mais ce qui est totalement fascinant, c'est qu'à l'intérieur de cette couche, vous voyez qu'il y a beaucoup de sous-couches. Donc la rétine est vraiment comme une espèce de millefeuille absolument magnifique et très très finement dessinée. Okay ? Donc ça pour l'instant c'est pas pertinent, mais je vais y revenir plus tard. Est-ce que je bouge trop ? Non ? Oui. Là, c'est, je sais pas, une fraction de millimètre, ça. Donc ça, c'est 10 microns à peu près. D'accord ? Ça, c'est 10 microns à peu près. Alors, oui, même un peu moins, peut-être 5 microns, là, 10 microns, les cellules ganglionnaires. OK, d'autres questions ? Alors, et la dernière raison pour laquelle est
Et c'est pertinent d'étudier la rétine, c'est que c'est facile. Alors, comment on fait pour étudier la rétine? On prend l'animal, on sort la rétine de l'œil et on la pose sur des électrodes. Et après, avec un moniteur, on projette l'image qu'on veut sur la rétine. Donc, on peut simuler n'importe quel monde visuel qu'on veut pour la rétine de cet animal. Et on mesure les signaux qui sortent de la rétine. Et ensuite, le travail du scientifique est d'interpréter ces signaux électriques. Et donc, vous voyez que le travail du scientifique, le travail du scientifique est exactement le travail du cerveau. Parce que le cerveau, lui aussi, reçoit cette information et doit interpréter ce qu'il voit à partir de cette information. Dis-moi. Oui, je voulais poser une question par rapport à la lumière qui rentre dans l'œil et puis le lien avec les photorécepteurs qui sont en arrière-plan de C'est possible de prendre le micro pour une question? Excusez-moi. Non, ma question était relative au rapport entre les photorécepteurs qui sont en arrière-plan de la rétine et puis la surface qui est au contact de la lumière entend par l'œil. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots là-dessus? Bien sûr. Alors, ça, c'est une question très intéressante et je peux vous répondre de façon relative, un peu détaillée parce que ça en vaut peut-être le coup. Alors, monsieur a tout à fait raison. Et dans ces rétines que je vous montre, comme vous le voyez ici, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais vous auriez pu le remarquer, les photorécepteurs se trouvent en fait à l'arrière de l'œil. Okay? Et on aurait dit, si c'est pour récolter la lumière, mieux vaut les mettre en avant. D'accord? Et alors, il n'y a pas de réponse systématique à pourquoi c'est le cas. Maintenant, on peut inventer des histoires, on peut apporter des réponses qui ont l'air d'être plus ou moins valables. Alors, une réponse possible est la réponse suivante. C'est que ces photorécepteurs sont encastrés dans des villosités de l'épithélium de l'œil. Okay? Et la peau de l'œil, là, est foncée. Ce qui fait que quand un photon de lumière s'échappe du photorécepteur, il va être absorbé par la peau de l'œil. Et ça va éviter à ce qu'un photorécepteur, un photon soit reflété par un autre photorécepteur, par exemple, et revienne dans le premier photorécepteur, ce qui rendrait l'acuité moins grande. Ça donnerait une espèce de... ça rendrait la précision de l'œil moins grande. D'accord ? Donc ces photorécepteurs sont comme des tubes, comme des fibres optiques, et le fait qu'elles sont au fond, ça leur permet d'être enfoncés dans les villosités de la peau pour diminuer le scattering, qui les rendrait moins précises. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que les photorécepteurs sont la cellule la plus coûteuse de votre corps. Elles sont plus coûteuses que les cellules du cœur, ou peut-être c'est comparable avec certaines cellules du cœur qui marchent le plus fort. Et donc, il faut qu'elles soient suffisamment proches de quelque part, donc d'un organe qui puisse les approvisionner en nourriture, en énergie, etc. Donc ça, c'est une deuxième raison. Mais maintenant, on peut prendre un point de vue beaucoup plus fondamental et se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un organisme qui n'ait pas les photorécepteurs au fond? Et la réponse est oui. Tous les invertébrés, tous les insectes, tous les crabes, toutes les choses comme ça, ont leurs photorécepteurs devant. Okay? Et là, ils ont une organisation cristalline et ils ont ça serait trop, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ils ont une façon d'organiser les cellules autour des photorécepteurs et les photorécepteurs entre eux, de sorte à éviter ce genre de réflexion dont je parlais. Et donc, il est possible de faire la chose de manière totalement différente. Et c'est pour ça que ça c'est vraiment un saut en avant dans mon exposé, mais c'est pour ça que je vous disais qu'il est nécessaire, à mon avis, d'étudier la question sur divers plans, parce qu'il est possible d'avoir un système visuel très similaire, avec des aspects détaillés qui sont très différents. Et simplement de se rendre compte de ce fait est quelque chose de très intéressant, à mon avis. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Idée du moment où, dans l'échelle de la vie, apparaît le premier système optique, enfin visuel. Est-ce que c'est très ancien ou pas? Parce que... Le problème, ça dépend. Alors, je ne peux pas vous donner une réponse très détaillée, mais ça dépend de ce que vous entendez par un système visuel. Parce que, par exemple, si je ne me trompe pas, il y a des formes, Antoine peut-être saura mieux que moi, mais il y a des bactéries, si je ne me trompe pas, qui ont une forme de phototaxis, donc qui se déplacent en fonction de l'historique de la lumière qu'ils ont reçue. Donc, dans une cascade moléculaire qui répondent à... Il y a des algues même, n'est-ce pas, qui sont à la mode aujourd'hui. Il y a des algues même qui ont ces réponses à la lumière. Donc, le fait d'avoir des molécules simplement qui sont photoactivées est très ancien. Comme celui-ci avec cette organisation bâtonnée, etc. C'est très très ancien ou c'est relativement récent?
encore une fois, les bâtonnets et les cônes, c'est que dans les vertébrés. Donc dans les insectes, il n'y a pas de bâtonnets et des cônes, mais il y a une organisation des photorécepteurs qui ressemble, qui est très similaire. La cascade moléculaire est différente, les fonctions, même les fonctions d'adaptation détaillées, sont très similaires. Si vous voulez, la cascade moléculaire est différente dans les espèces moléculaires, mais la fonction de la cascade, c'est-à-dire les non-linéarités, les choses comme ça, sont très similaires. Bon, ça c'était une parenthèse. Alors, donc ça c'est juste pour vous montrer le système en réalité. Donc là vous avez la rétine qui est posée au fond du pétri, et là c'est le moniteur, donc l'image qui est envoyée par un prisme. Et ça c'est vraiment l'image d'une rétine qu'on est en train de mesurer. Donc ces trucs noirs, c'est les électrodes. Les trucs verts, ce sont les corps cellulaires des neurones dans la rétine, et ça c'est les axones des neurones dans la rétine. Ça c'est un collègue à moi à Princeton qui faisait l'expérience. Alors on peut faire bien sûr les mêmes genres de mesures dans le cerveau. Donc ça c'est une cellule dans l'aire visuelle primaire, et c'est pas très important pour mon exposé, je vous la montre juste parce que j'aime bien cette photo. Alors un concept, oui. Vous disiez donc que la rétine était une forme de prolongement du cerveau. Ce que je ne comprends pas bien, c'est que quand elle est détachée du cerveau, vous la mettez comme ça, juste dans, je ne sais plus ce que vous avez dit. Oui, ouais. Dans un réceptacle, on dira. Ouais. Et elle continue à fonctionner comme si elle était encore reliée au cerveau. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a deux parties à votre question. La première question, c'est comment est-ce qu'un système peut continuer à fonctionner quand on le sépare? Est-ce qu'il fonctionne de la même manière, quand on le sépare du reste? Alors, le truc avec la rétine, et ça c'est une raison pour laquelle le même genre d'étude est plus difficile dans le cerveau, c'est que la rétine, essentiellement, ne reçoit pas de connexions qui viennent du cerveau. Donc, elle l'envoie juste au cerveau. Alors, il faut mettre un petit grain de sel à cette assertion. Dans les oiseaux, il y a des cellules qui remontent du cerveau dans la rétine, et on ne sait pas très bien ce que ces cellules font, et même peut-être qu'elles existent chez nous, mais elles ne sont probablement pas impliquées dans la vision, ce qu'on appelle la vision rapide, etc. Donc déjà, le fait qu'elles ne reçoivent pas d'informations du cerveau permet d'extraire la rétine. L'autre question, c'est une question physiologique qui est: est-ce que la rétine peut vivre, ne meurt pas instantanément? Eh bien, comme une fleur qu'on plante dans un vase, on prend la rétine et on la met dans une solution saline qui est similaire à la solution dans laquelle elle baigne normalement, qui garde un certain équilibre des ions, des espèces chimiques, etc. Et la rétine survit pendant quelques heures, même parfois jusqu'à 8 ou 12 heures. Et ces expériences, typiquement, sont faites sur une demi-heure, 2 heures, une chose comme ça. Et on voit les cellules se fatiguer après 2-3 heures. Alors, un concept très important, donc ça, il faut suivre, et le reste, vous n'avez pas besoin de suivre, mais ça, il faut suivre, parce que c'est un concept que je vais utiliser dans le reste de l'exposé. C'est un concept simple, mais fondamental, et c'est le concept du champ récepteur. Donc, vous avez cette rétine qui tapisse l'arrière de le fond de l'œil, et chaque cellule de la rétine va couvrir un certain angle visuel, n'est-ce pas? Chaque cellule ne va pas voir le monde entier, chaque cellule est responsable d'une petite zone de l'espace. Eh bien, la zone de l'espace couverte par une cellule ganglionnaire donnée, on l'appelle le champ récepteur de cette cellule. D'accord? Maintenant, ce qui est très intéressant, ce qui était une des premières découvertes sur la rétine, c'est que ce champ récepteur a déjà une structure. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'illumine le centre du champ récepteur, je vois une réponse de la cellule. Jusque-là, tout va bien. Si j'illumine maintenant la frange du champ récepteur, je vois une diminution de la réponse, et non pas une réponse. Si maintenant j'illumine tout le champ récepteur, c'est-à-dire le centre plus la frange, je vois très peu de réponses ou pas du tout. Et si j'illumine le centre et je mets de l'ombre sur la frange, à ce moment-là, je vois la plus grande des réponses. Okay? Donc, vos cellules déjà dans la rétine ne sont pas des cellules simplement qui font une photocopie, qui reçoivent la lumière et qui font une photocopie, mais ce sont des cellules qui calculent une compétition, si vous voulez, entre le centre et la frange. Okay? Et donc là, on peut se poser deux questions. On peut se poser beaucoup de questions, mais on peut se poser en particulier deux questions. La première, c'est quel est l'aspect de l'architecture de la rétine, quel est l'aspect de la structure de ce circuit qui permet d'avoir de telles choses. Et l'autre question qu'on peut se poser, qui est une question du genre des questions de monsieur, c'est à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Okay? Eh bien, maintenant que je vous ai montré l'architecture de la rétine, la première question, vous pouvez y répondre facilement. Si j'illumine cette rétine
cette cellule au centre du champ récepteur, qu'est-ce qui va se passer? La lumière va exciter le photorécepteur à son tour va exciter la cellule bipolaire va exciter la cellule ganglionnaire et cette information va être transmise au cerveau. D'accord? Maintenant, si j'illumine la frange, c'est la même chose qui se passe, sauf que l'information doit passer par cette cellule amacrine. Et comme je vous l'ai dit, cette cellule amacrine, elle inhibe l'activité de la cellule ganglionnaire, elle ne l'excite pas. Okay? Donc si je regarde ça de haut, ce que je vois, c'est que si j'illumine directement, donc s'il y a un point de lumière sur le centre du champ récepteur, ma cellule ganglionnaire sera excitée. Et si ça passe par la frange, à ce moment-là, la cellule ganglionnaire est inhibée. Et ce genre de champ récepteur s'appelle center surround. Je ne sais pas, quelqu'un sait comment on appelle ça en français, peut-être? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Bon. Et donc, mais maintenant, pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que le système visuel est constitué comme ça? Alors déjà, est-ce qu'il y a une question sur l'idée du champ récepteur, sur le circuit, ça? Oui? Sur votre schéma, chaque petit cône noir représente un récepteur. Oui. Donc en fait, sur le slide précédent, le surround et le center, le center c'est vraiment sur une cellule et le surround c'est sur les cellules adjacentes, c'est ça? Oui, alors ça c'est vraiment une représentation très schématisée et je vais affiner un petit peu cette représentation plus tard. Mais pour vous dire en gros ce qui se passe, les cellules amacrines, elles ont des très grandes dendrites. Donc les cellules amacrines vont recueillir de l'information de beaucoup plus de photorécepteurs que les cellules bipolaires. Et c'est pour ça qu'elles font une frange. OK. D'autres questions? Donc tout est clair, les champs récepteurs, le circuit, ça est clair? OK. Alors ça dépend. Ça dépend vraiment. Mais par exemple, typiquement, ça peut aller d'une fraction de degré. Par exemple, chez la souris, ça dépend de l'animal, ça dépend de où dans la rétine, ça dépend du type cellulaire. Ça peut aller d'une petite fraction de degré à 10 degrés, par exemple, dans la souris. Il y a des cellules qui couvrent tout le champ visuel. À la fauvée, c'est vraiment un photorécepteur. Et il y a des cellules qui couvrent tout le champ. Donc ça, vraiment, c'est un spectre très, très large. Je vais montrer certaines choses qui vont donner plus d'indications là-dessus. D'autres questions? Posez beaucoup de questions, n'en posez pas trop quand même. Alors maintenant, pourquoi? Alors, ce qui vous donne une indication sur... non, mais continuez à en poser, j'aime bien, moi ça m'amuse beaucoup plus quand il y a des questions plutôt que si je dois parler. Donc continuez absolument à poser des questions, autant que vous voulez. Alors, une indication qu'on peut avoir, c'est imaginer qu'il y a une barre de lumière. Donc imaginez que je mets une barre de lumière ici et que je la fais voyager comme ça. Je la glisse le long du champ récepteur. Et bien, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, il n'y a aucune réponse. Quand j'entre dans la frange, comme la frange est inhibitrice, il y a une suppression ici de l'activité. L'activité diminue. Quand ma barre de lumière est en plein dans le centre du champ récepteur, d'un coup, l'activité monte. De nouveau, j'ai une suppression quand elle est dans la frange de droite, et ainsi de suite. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je bouge mon œil, et si je bouge mon œil, comment on dit, je sweep, je balaye, merci, je balaye le mur au fond. Comme c'est un mur uniforme, rien ne va se passer. Mais quand j'arrive sur un de vos visages, il y a un bord. Et quand la cellule voit ce bord, elle va se mettre à être active. Okay? Donc, si vous voulez, ce champ récepteur, il permet à la cellule de se rendre compte que quelque chose est en train de changer. En quelque sorte, elle transmet au cerveau le fait que, voilà, on est en train de passer d'un endroit à un autre endroit. Et si vous y pensez, c'est assez raisonnable parce que tout le monde visuel, l'information dans le monde visuel, a surtout à voir avec les bords. Vos visages, qui sont les parties plus informatives de cette salle par rapport au mur blanc, est fait de bords. Il y a les ombres de votre nez, il y a votre bouche, il y a vos sourcils, tout ça, c'est des bords. Okay? Et donc, peut-être que le système visuel est déjà constitué comme ça sur son plan le plus élémentaire, parce que ce qui nous transmet le plus d'informations, ce sont les lignes et les bords. Okay? Alors, donc, l'idée à laquelle on arrive, c'est que le système visuel est fait d'une telle manière à ce qu'il soit ajusté aux caractéristiques visuelles du monde. Excusez-moi. Oui. La nuit, est-ce qu'on ne voit pas mieux à côté? Oui. Alors, ça c'est vrai, absolument. Oui, c'est vrai. Alors, je vous dis vite pourquoi. C'est que dans la fauvée, alors la nuit, on utilise les bâtonnets.
et la journée, on utilise les cônes. Dans la FOV, qui est donc le centre de votre champ visuel, il n'y a pas de bâtonnet, il n'y a que des cônes. Et s'il y a une correspondance 1 à 1 des cônes aux cellules ganglionnaires, donc ça vous permet de voir très précisément et en couleur. Donc la nuit, le centre de votre champ visuel est aveugle. Okay. Maintenant, je profite de votre question pour revenir peut-être 2 secondes en arrière, parce que ça c'est un truc amusant. Donc là, vous voyez, donc ça c'est une chose, on est aveugle, il y a un autre point où on est aveugle. Il y a un point dans la rétine où tous les nerfs, donc ce qu'on appelle un nerf, c'est un faisceau d'axones simplement. Okay. Et donc ce faisceau d'axones doit être envoyé au cerveau, et donc il doit passer par quelque part. Okay. Et donc il y a un point dans la rétine où il y a tous ces nerfs qui passent, et donc c'est un point aveugle. En anglais, on l'appelle le blind spot. Donc dans chaque œil, vous avez un point où vous ne voyez rien. Okay. Alors ça, vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Donc si vous fermez l'œil gauche, vous regardez droit devant vous avec l'œil droit et vous ne bougez plus, vous mettez votre pouce comme ça et vous tournez, et à peu près à 10 degrés, là voilà, ici, là, votre pouce disparaîtra. Ok, donc il faut regarder droit devant vous. Il ne faut pas regarder votre pouce, sinon il ne va pas disparaître. Donc il faut regarder droit devant vous et vous tournez à la hauteur. Et non mais Bertrand, il faut regarder droit devant vous. Si vous regardez votre pouce, il ne disparaît pas. Donc j'adore quand toute la salle me fait ça, moi. Alors, bon. Et donc vous avez 2 points dans le champ visuel où vous ne voyez pas. Simplement, vous ne voyez pas que vous ne voyez pas. Okay. Donc déjà, il y a quelque chose de très mystérieux, même au niveau le plus élémentaire de la vision. Bon, alors revenons à ce qu'on disait. Oui, alors donc ce que je vous disais, c'est qu'il se peut que le système visuel soit constitué de cette façon, de manière à ce que, pour être ajusté au monde, aux caractéristiques visuelles du monde. Maintenant, si on montre au système visuel des patterns, des images qui sont tellement différentes du monde dans lequel on vit, le système visuel qui est mal ajusté pour ce genre d'image se comporte de façon différente, et se comporte de façon inattendue plutôt, et c'est ça qu'on appelle des illusions d'optique. Donc je vous montre un exemple. Là, vous avez un damier, ok, mais en plus d'avoir un damier simple qui alterne le blanc et le gris, vous avez une intensité lumineuse qui décroît de façon progressive de la gauche vers la droite, comme vous le voyez. Donc si je regarde l'intensité lumineuse au niveau de cette ligne, ce que j'ai, c'est ça. Donc j'ai le damier, j'ai le haut et le bas, mais en plus, j'ai cette décroissance progressive. Ce qui fait que ce carreau-ci, donc cette intensité lumineuse, est exactement la même que celle-ci. Sauf que vous qui regardez ça, vous avez l'impression que ça, c'est plus foncé que ça. OK ? Mais pourquoi est-ce que vous avez cette impression? C'est tout simplement parce que ce type-là, ce carreau-là, est entouré de carreaux blancs. Et comme votre œil calcule la différence, par comparaison, celui-là a l'air plus foncé. Celui-là est entouré de carreaux noirs, et donc par comparaison, celui-là a l'air plus clair, okay, à cause de ces champs récepteurs. Maintenant, si je couvre ces carreaux, eh ben, vous voyez qu'ils sont exactement de la même couleur. Okay, mais comme votre rétine est un peu stupide, si je l'enlève, vous les revoyez de couleurs différentes. D'accord ? Alors, c'est pour ça, à mon avis, que Delacroix dit « Donnez-moi de la boue de la rue et j'en ferai de la chair la plus délicieuse ». Donc, c'est vraiment par l'apposition des choses qui changent. Et je n'ai pas pu retrouver, mais il y a, si je ne me trompe pas, Matisse écrit quelque part « Je ne peins pas les choses, je peins les différences entre les choses ». Eh bien, non seulement il peignait les différences entre les choses, mais il ne pouvait voir que les différences entre les choses. On ne voit jamais les choses, on ne voit que les différences entre les choses. OK ? Donc, le premier type, c'est la première... Oui. Oui, je pensais que les illusions d'optique avaient lieu dans le traitement de l'image en aval de la rétine. Mais c'est vraiment dans les... Alors, vous avez tout à fait raison. Et moi, je pense aussi avec vous que là, il y a toute une contribution corticale, même ici. Mais les champs récepteurs du cortex ont des similarités avec, ils ont aussi ce caractère center surround, etc. Et donc c'est sans doute une combinaison, sans doute une combinaison du traitement de l'information un peu partout. Alors selon la taille que vous choisirez, la contribution de la rétine sera plus ou moins grande, selon la taille de l'illusion, etc. Tout dépend de l'illusion. Mais vous avez tout à fait raison qu'il y a sans doute des contributions. D'ailleurs, dans 15 secondes, je vais vous montrer une illusion qui est sans doute
qui a un aspect de très haut niveau, en plus de cet aspect. À mon avis, les deux marchent. Je vais vous verrai ça dans 15 secondes. Alors, la première illusion de cette sorte, et les bandes, historiquement, c'était les bandes de Mach, les bandes de Mach, et c'est la chose suivante. Si vous avez une intensité lumineuse, donc du blanc, décroissance, noir, donc c'est ce que vous avez là, ok? Eh bien, ce que vous percevez, ce n'est pas ça. Ce que vous percevez, c'est quelque chose qui a un pic ici. Parce que par comparaison, le cerveau, votre rétine a l'impression qu'ici, c'est plus blanc qu'ici, par comparaison au noir. Et donc, en conséquence, ce que vous voyez, c'est une ligne blanche là. Vous la voyez ou pas? Donc, cette ligne blanche, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans votre cerveau. OK? Et une bande de Mach typique, c'est celle que vous voyez au-dessus de l'horizon. Il y a aussi sans doute d'autres contributions ici. Mais enfin, c'est similaire aux bandes de Mach. Il y a aussi des contributions purement physiques. Mais bon. Alors, ce type Mach, Ernest Mach, pour moi, il est très, très impressionnant, pas seulement à cause de son look, mais parce qu'il était absolument génial, et c'est le même Ernest Mach qui a beaucoup influencé Einstein dans sa pensée sur la relativité générale. Et ce type-ci, il a vu cette illusion d'optique, il a vu les bandes de Mach, et il n'y avait aucune connaissance ni des neurones, ni de la physiologie, ni des champs récepteurs, rien du tout. Il s'est assis, il a vu les bandes de Mach et il s'est dit, étant donné qu'il y a des bandes de Mach, les cellules rétiniennes doivent avoir des champs récepteurs center surround. Donc pour moi, c'est absolument fascinant qu'il ait pu faire ce bon conceptuel et il a dû vraiment penser très très dur. C'est pour ça que je pense que dans beaucoup de photos, il a les poings très crispés parce qu'il est en train de penser très fort. Mais ça paye parce que bon, il a eu son timbre. Mais une chose qui est... mais il est allé encore plus loin. Il a, si vous voulez, prédit tout un programme de recherche qu'on a aujourd'hui. Il dit, étant donné que chaque point de la rétine... Et là, je vous dis, il n'y avait aucune notion de neurones, de physiologie, il n'y avait pas de mesure, pas d'électrodes, etc. Donc, étant donné... oui, voilà. Étant donné que chaque point de la rétine se perçoit, pour ainsi dire, au-dessus ou au-dessous de la moyenne de ses voisins, il en résulte un type caractéristique de perception. Tout ce qui est proche de la moyenne s'efface, tout ce qui est au-dessus ou au-dessous est exagéré. On pourrait dire que la rétine schématise et caricature, la signification téléologique de ce processus est claire en elle-même, c'est un analogue de l'abstraction et de la formation des concepts. Et donc, je vais venir à ça dans une minute. Mais avant ça, je ne résiste pas à vous montrer une illusion qui est similaire, mais encore plus impressionnante. Et je n'ai pas réfléchi en détail, et elle, comme vous dites, elle fait intervenir des choses corticales, processus cortical. Mais je vous la montre parce qu'elle est vraiment très impressionnante. Attendez, je vais... 2 secondes, bougez pas. Je vais... Je vais vous augmenter le volume parce qu'il y a une musique un peu zen qui va avec. Il n'y a pas de trucage, hein, c'est juste un bout de carton. Pardon ? Il faut essayer. Non, je pense que c'est agencé justement pour que toutes les différences, et à mon avis, ils ne sont même pas uniformes. On les voit uniformes. Donc, à mon avis, c'est fait de façon très fine. Alors, maintenant, donc,
donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe plus haut dans le cerveau? Comment est-ce qu'on peut aller de la rétine donc, au cerveau? Comment est-ce qu'on peut généraliser ces idées de champs récepteurs? Alors, les cellules du cortex visuel primaire ont des champs récepteurs similaires, simplement qu'elles reçoivent l'information déjà de cellules qui ont ces champs récepteurs center surround. Okay? Et elles ne reçoivent pas d'une série aléatoire de cellules, mais elles reçoivent de cellules de neurones qui sont arrangées dans l'espace de façon linéaire. Okay? Ce qui veut dire que si je montre une barre lumineuse avec cette orientation, parallèle à l'orientation des cellules dans ma rétine qui projette à une certaine cellule du cerveau, à ce moment-là, j'aurai une forte réponse. Mais si je montre une barre lumineuse qui est orthogonale à l'arrangement spatial de ces cellules dans la rétine, à ce moment-là, j'aurai une réponse plus faible. Okay? Ça, c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire si on montre une barre lumineuse avec une orientation donnée qui est ici arbitrairement définie comme étant 0, on voit une grande réponse de la cellule dans le cortex. Si on change l'orientation, on voit des réponses de plus en plus faibles. Et donc, on a ce qu'on appelle une tuning curve, qui dit que la cellule répond le plus à une certaine orientation donnée et de moins en moins si on s'écarte de cette orientation. Okay? Et donc, l'idée qu'on a, la perspective qu'on obtient, c'est que dans la rétine, on a des cellules qui répondent aux points lumineux, qui comparent l'intérieur et l'extérieur, mais qui sont insensibles à des différents angles, à des barres d'angles différents. Et tandis que dans le cortex visuel, on a maintenant des champs récepteurs qui sont allongés, okay, et qui répondent de manière préférentielle à une certaine orientation et qui répondent moins à des orientations différentes. D'accord ? Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe plus haut dans le cerveau? Est-ce qu'on a maintenant des champs récepteurs avec des formes étranges, etc. Est-ce qu'on peut monter, est-ce qu'on peut combiner ces lignes jusqu'à obtenir des formes sophistiquées comme un visage? Alors je vais un peu sauter ça parce qu'on est un peu en retard. Et la réponse est oui. Dans le cortex temporal, donc ici vers les tempes, vous avez des cellules qui peuvent reconnaître un visage d'un physicien et ne répondent pas au visage de gens plus normaux. Alors, il y a d'autres exemples de cellules. Par exemple, il y a des cellules qu'on a découvertes qui répondent aux mains. Okay? Donc cette cellule, c'est une cellule dans le singe qui répond aux mains de recto, verso, qui répond à une main schématique, qui répond presque un petit peu à une main dans une moufle, mais qui ne répond pas du tout à un visage, qui ne répond pas non plus à un peigne, bien que le peigne ressemble à la main. Et cette cellule répond aussi à des mains qui sont orientées différemment. Donc cette cellule répond à la catégorie main, si vous voulez. Okay? Dans le singe, de nouveau, il y a des cellules qui répondent au profil. D'accord ? Elles ne répondent pas de face, elles ne répondent pas non plus à de face avec une espèce de goitre qui leur fait ressembler un peu à un profil, mais elles répondent vraiment à des visages de profil, même si ces visages sont très différents. Donc c'est une cellule qui répond à la catégorie profil. Et un petit peu comme la tuning curve qu'on avait, dans le cas des orientations. Comment ça marche ce truc? Voilà. Alors, un peu comme on avait une tuning curve dans le cas des orientations de la barre, ici on a une tuning curve en fonction de l'orientation du visage. Quand le visage est totalement de profil, la cellule répond, elle répond un peu moins comme ça, et ainsi de suite. Okay? Maintenant, ça c'est dans le singe. Récemment, il y a une série de découvertes qui ont été faites chez l'être humain dans des cellules de l'hippocampe. Alors, ces résultats sont obtenus dans des patients épileptiques qui acceptent de se faire examiner pour de la recherche académique quand ils font leur traitement ou leurs examens, leur monitoring pour leur épilepsie. Et ils ont trouvé, imaginez-vous, dans l'hippocampe du cerveau, donc dans une région particulière du cortical ou sous-cortical, enfin on peut la classer comme on veut, une cellule qui répond de façon très sélective à Jennifer Aniston. Donc cette cellule répond aux photos de Jennifer Aniston, à toute une sorte de différentes photos de Jennifer Aniston, mais elle ne répond pas à différents bâtiments, ni à des animaux, ni même à d'autres actrices comme Julia Roberts. Okay? Si vous résumez les résultats, tous ces traits rouges sont les réponses aux photos de Jennifer Aniston, mais cette cellule ne répond pas du tout à toutes les autres photos, ou très peu à certaines photos, à part Jennifer Aniston. Et je ne me rappelle pas, ils ont essayé de voir, ça c'était à l'époque où Jennifer Aniston était avec Brad Pitt, et ils ont essayé de voir si elle répondait aussi à Brad Pitt, enfin quand ils étaient ensemble ou pas ensemble, il y avait une chose comme ça, mais je ne me rappelle plus. Et donc là, vous pensez peut-être que ça c'est la cellule la plus
la plus intelligente du système visuel. Eh bien non, ils ont trouvé après une cellule encore plus forte, qui est une cellule qui répond à Halle Berry. Elle répond non seulement aux photos de Halle Berry, mais elle répond à un dessin de Halle Berry, et elle répond au mot Halle Berry. OK? Elle répond au mot Halle Berry, mais elle ne répond pas à Mère Teresa, par exemple, ou à Moshe Sharon. Et donc, c'est une cellule qui est non seulement, c'est une cellule qui non seulement répond à l'image Halle Berry, mais elle répond au concept Halle Berry. OK? C'est une seule cellule ou plusieurs cellules? Là, c'est une cellule. Donc c'est entièrement appris. Alors, bonne question. Donc, il y a plusieurs. D'abord, c'est entièrement appris, certainement, mais le fait qu'il y ait une cellule, là, c'est un problème très fin que vous posez, et peut-être que je ne suis pas sûr que c'est en un mot. Le fait qu'on puisse trouver une cellule, c'est très probable, parce que ça, c'est des enregistrements aléatoires, n'est-ce pas? Et on n'a pas une infinité de photos à montrer. Donc, le fait qu'on trouve une telle cellule, c'est que probablement cette cellule code aussi pour des choses très différentes. Peut-être qu'elle code pour une carotte. Voyez, et sans doute que le nombre de cellules qui répondent à Halle Berry, c'est un grand nombre de cellules, mais qui répondent aussi à d'autres choses. Donc, en fin de compte, il faudra un codage par population. Mais ça, c'est juste... Et pour ce qui est de l'apprentissage, ils ont trouvé une cellule qui répond à 2 personnes, et ils peuvent, par un feedback, ils peuvent forcer la cellule à apprendre l'une plutôt que l'autre, et donc ils voient la réponse, les propriétés de réponse de la cellule changer. Ça, c'est des choses qui ne sont pas encore publiées, mais qui sont faites par le même groupe. Alors, donc ça, c'est, si vous voulez, oui. Comment ils en sont arrivés à montrer une photo de Jennifer Aniston à une cellule? Alors, la raison pour laquelle ils ont choisi Jennifer Aniston, c'est la chose suivante. C'est que ces patients sont des patients qui sont dans un hôpital pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et qui n'ont rien à faire, en fait. Donc, ils sont là, dans leur lit d'hôpital, dans leur salle d'hôpital, avec des électrodes, et 1 heure par jour, on mesure l'activité pour monitorer, donc pour trouver où est le foyer de l'épilepsie, pour après aller détruire ce foyer, etc. Et une des choses que ces patients font, c'est qu'ils regardent la télé. Et donc, ils ont choisi des photos qui étaient dans le vocabulaire visuel de la personne, tout simplement. Alors, donc ça, si vous voulez, c'est le programme de Ernest Mars. C'est-à-dire, Ernest Mars nous a dit, nous avons des points dans la rétine, des lignes dans le cortex, et on agence ces lignes et ces points, et on construit du bottom-up, comme ça, des cellules qui répondent à des images. Okay? Et ça a l'air très satisfaisant, ça a l'air très bien. Maintenant, cette vision, cette perspective sur la vision est complètement incomplète, est complètement insuffisante et même un peu fausse. Et donc, ce que j'aimerais faire dans le reste de l'exposé, si vous le permettez, c'est de vous donner quelques exemples et de vous montrer pourquoi cette image est tellement incomplète. Et je vais donc faire ça en 2 étapes. La première étape, c'est de vous montrer qu'en fait, le traitement de l'information à un état bas, donc à l'état de la rétine, du cortex primaire, etc., est beaucoup plus compliqué et sophistiqué que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de survoler quelques exemples qui montrent qu'on ne peut pas simplement avoir un traitement bottom-up, mais qu'il faut prendre en compte des contraintes ou des fonctions beaucoup plus élevées du cerveau. Alors, oui. Dans le cas juste précédent, ça va peut-être relié à ce que vous avez dit, j'arrête toute la question. Mais quand il y avait le nom qui était reconnu avec des lettres et avec un visage, ça veut dire qu'il y a eu un traitement simultané ailleurs. Absolument. Donc ça, c'est absolument, bien sûr. Mais le traitement simultané est dans l'ensemble du cerveau. Donc peut-être, je vais continuer et peut-être que ça illuminera un petit peu. Je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais donner des éléments d'information qui auront à faire avec cette question. Alors, est-ce que vous permettez que je continue? Parce qu'on est un peu en retard, mais c'est plus fun ce matériel. Ça vous va si je continue? Oui. Alors, ça va être plus léger à partir de maintenant. Alors, la première chose, donc, j'aimerais vous montrer que le traitement de l'information visuelle au bas niveau dans la rétine est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai dit jusqu'ici. Alors, on a déjà un indice au fait que c'est plus compliqué simplement par la diversité des cellules. Donc, dans la rétine, il n'y a pas un type. Je vous ai dit, il y a peu de types de photorécepteurs, mais il y a 10 ou 15 types de cellules bipolaires. Il y a peut-être 30 types de cellules amacrines. Il y a 25 types de cellules ganglionnaires, et ces cellules ont vraiment des tronches différentes. Et si elles ont des tronches si différentes, probablement qu'elles font des choses très différentes, n'est-ce pas?
Alors, une des choses, par exemple, une des différences très nettes, c'est que certaines cellules, et ça revient à une question qui a été posée avant, votre question du scale, il y a certaines cellules qui recueillent l'information de très peu de cellules ganglionnaires, qui recueillent l'information juste de quelques cellules bipolaires, d'autres qui recueillent l'information de centaines de cellules bipolaires. Donc, certaines cellules ganglionnaires couvrent ont un champ récepteur très petit, d'autres cellules ganglionnaires ont un champ récepteur très grand. Alors ça, vous me direz, quel intérêt? L'intérêt, c'est qu'elles sont organisées de façon spatiale. Donc au centre de votre champ visuel, vous avez une acuité très fine. Vous avez ce genre de cellules. Et donc des champs récepteurs qui sont assez petits. Des champs récepteurs qui sont... Et dans la périphérie de votre champ visuel, vous avez des champs récepteurs beaucoup plus grands. Okay? Donc si vous allez chez l'ophtalmologue et si vous fixez le point là au centre, vous arrivez à lire les lettres autour. Et vous arrivez avec votre vision périphérique à voir les lettres à l'extrême. Mais si vous fixez le O, vous arrivez à lire O et W, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a au centre. D'accord? Donc votre vision. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, une suggestion qui a été faite sur la base de cette observation, je la trouve très émouvante, et ça a à voir avec la Joconde. Donc là, je vous ai mis deux représentations de la Joconde à deux tailles différentes, parce que je ne suis pas sûr à votre distance qui sera le plus confortable. Alors, il y a toute une mystique qui est associée à cette Joconde, le background, les chiffres dans les yeux, enfin beaucoup de choses. Mais une mystique, c'est que le sourire est très évanescent. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce sourire illusif? Ça veut dire que si vous regardez les yeux, on a l'impression qu'elle sourit. Si vous regardez la bouche, elle est sérieuse. Donc faites un aller-retour rapide entre les yeux et la bouche, successivement, les yeux, la bouche, les yeux, la bouche, les yeux, et vous verrez qu'elle a l'air de beaucoup plus sourire quand on regarde ses yeux. D'accord? Alors, une chercheuse à Harvard, à la Medical School de Harvard, récemment a suggéré que le fait que son sourire est évanescent a à voir avec cette organisation spatiale de la rétine. Alors, comment ça marche? Quand vous regardez ses yeux, sa bouche, vous la voyez avec les cellules périphériques de votre rétine. C'est des grandes cellules, des cellules avec des grands champs récepteurs, donc qui sont plus aptes à percevoir la courbure de la bouche. Quand vous regardez la bouche, vous la voyez avec des champs récepteurs beaucoup plus petits, et donc qui seront beaucoup moins bons pour mesurer cette courbure. Okay? Et donc si on filtre l'image de la Joconde avec... Ça, c'est l'image que vous verriez de la Joconde si vous aviez que des cellules périphériques sur toute votre rétine. Okay? Et ça, c'est une image intermédiaire si vous aviez des cellules entre périphériques et centrales. D'accord? Et donc, vous voyez clairement que l'image de gauche sourit plus que l'image de droite. Donc, le sourire est vu par votre vision périphérique, si vous voulez. Maintenant, si vous regardez, ça, c'est l'image que vous verriez si vous aviez que votre fovea, donc vraiment le centre. Et là, vous voyez que la bouche sourit beaucoup moins, mais il y a quand même un petit sourire dans l'œil. Il y a ces rides de l'œil. Et donc, encore une fois, c'est utile avec la vision fine de regarder l'œil et pas la bouche. Donc, tout ça conspire pour vous dire qu'il faut regarder l'œil de la Joconde pour la voir sourire. Donc, la chercheuse qui a fait ça, c'est Marge Livingstone, qui est à la Medical School de Harvard. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que son sourire à elle est particulièrement évanescent aussi. Alors, maintenant, bien sûr, ça c'est une question, mais la question peut-être plus importante, c'est pourquoi est-ce qu'elle sourit, la Joconde? Eh bien, la réponse là est très simple. Elle s'était mariée avec un Florentin très riche. Elle venait d'avoir son 3e enfant. Pour la félicité de son 3e enfant, ils ont déménagé dans une grande maison. Et il a son mari, qui était d'ailleurs tellement riche qu'il jouait tout le temps. C'est pour ça qu'il avait le surnom de Giocondo, le joueur. Et pour la félicité de son enfant, il a mandaté l'artiste le plus fameux de son temps pour peindre un portrait de sa femme. Donc vraiment, elle n'avait aucune raison de ne pas sourire. Alors, donc là, il y a des différences dans la rétine entre les cellules petites et les cellules grandes, mais il y a aussi des cellules qui font des choses très spécialisées. Donc vous avez des cellules dans votre rétine qui répondent à une direction du mouvement, si je bouge vers la gauche et pas si je bouge vers la droite. Vous avez des cellules qu'on a découvertes récemment avec un groupe en Suisse qui répondent à l'information, qui répondent à un objet qui avance vers vous, mais qui ne répondent pas si l'objet recule. Donc ça, c'est utile si vous avez une jolie fille qui court vers vous, mais si vous êtes une souris et que vous avez un chat qui court vers vous, ces cellules deviennent vraiment essentielles. Il y a aussi un type de cellule qui a été découvert par des collègues à Harvard qui reste totalement muette si le monde visuel dans son ensemble bouge, c'est-à-dire si je tourne la tête, par exemple. Mais elles se mettent à répondre s'il y a un objet dans le monde visuel qui bouge différemment. Donc, par exemple, si je tourne la tête et que quelqu'un joue au tennis, la cellule va répondre.
Mais si je tourne la tête et il n'y a aucun autre mouvement sauf le mouvement que je génère moi-même, la cellule ne répond pas. Okay? Ça va encore plus loin. Il y a des cellules dans la rétine qui font des prédictions. Quand vous jouez au tennis, par exemple, vous tapez la balle avant d'avoir vu la balle arriver sur votre raquette. Donc votre cerveau a dû prédire où arrivait la balle. Et cette prédiction commence déjà dans la rétine. On est en train de travailler aujourd'hui avec des collègues à Princeton sur une cellule qui répond à l'initiation d'un mouvement, mais pas un mouvement continu. Bref, tout ça pour dire que dans la rétine, il y a une espèce de catalogue, si vous voulez, d'analyse des mouvements qui se fait déjà dans la rétine avant même que l'information arrive à votre cerveau. Et donc, il semblerait que les mouvements sont absolument essentiels à la vision, au traitement. Les mouvements sont à la base de la vision. Alors, une des raisons, c'est que nous sommes nous-mêmes des observateurs actifs. On est toujours en mouvement. On n'est pas des entités passives qui reçoivent l'information. Et donc, si on montre des stimuli très différents, de nouveau, des stimuli naturels comme ça, ou alors laissez-moi passer directement au celui d'après qui est plus frappant. Là, si vous gardez votre œil parfaitement fixe, vous ne verrez rien bouger. Mais si vous bougez un peu vos yeux, vous verrez du mouvement dans cette image. Et ce mouvement, c'est parce que cette image, pour ainsi dire, est en train de couillonner votre système visuel. Alors que vous avez l'impression que ça bouge parce que votre système visuel est en train de confondre les mouvements dans le monde visuel et vos mouvements propres, le mouvement propre de vos yeux. Okay? Et donc, naïvement, on a l'impression que la reconnaissance d'images, la reconnaissance d'objets, d'un visage et des mouvements et l'analyse des mouvements est deux choses très différentes. Mais il se peut qu'en fait, l'analyse du mouvement soit intrinsèque à la reconnaissance des objets. Ça, c'est un autre aspect de l'importance du mouvement. Alors, je vous donne un exemple. Ici, vous voyez probablement rien de particulier, mais si on déclenche un petit peu de mouvement, vous verrez un objet apparaître. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple où le mouvement est intrinsèquement lié à la reconnaissance d'un objet. C'est une tâche que votre cerveau fait deux tâches que le cerveau fait de façon simultanée et interdépendante. Ce n'est pas séparé. Donc tout ça suggère qu'il faudrait avoir pour comprendre vraiment la vision, il faudrait avoir un petit peu une compréhension plus fine du rapport entre la vision du monde et des mouvements qu'on génère nous-mêmes. Alors un type de mouvement, c'est ce qu'on appelle les fixational eye movements. Si vous me regardez de façon absolument fixe, sans bouger, même si vous ne bougez pas du tout, en fait, à l'intérieur de son socle, l'œil vibre un petit peu et bouge de manière aléatoire, imperceptiblement, ce qu'on appelle les fixational eye movements. Et ça, c'est constamment. Okay? Et juste pour vous prouver que je ne vous raconte pas des bêtises, je vais vous les montrer, vos mouvements à vous propres. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fixer ce point noir. Fixer, c'est un peu pénible, mais il faut le fixer vraiment, ne pas bouger votre œil de ce point noir pendant 30 secondes. Ne bougez surtout pas. Et ce qui va se passer, dans 30 secondes, non, regardez ce point noir, ne me regardez pas moi. Ici, là, fixez. Et dans 30 secondes à peu près, je vais vous dire de déplacer vos yeux et de fixer le point blanc. Il ne faudra pas bouger, il faudra vraiment fixer le point blanc. Et dans l'espace de ces 30 secondes, vous êtes toujours en train de fixer le point noir. Dans l'espace de ces 30 secondes, les traits blancs vont s'imprimer sur votre rétine. Et quand vous bougerez au point blanc, allez-y maintenant, allez sur le point blanc, maintenant fixez le point blanc, vous verrez ces traits blancs bouger. Eh bien, ils bougent à cause des mouvements propres de votre œil. Si ça bouge, c'est parce que votre œil lui-même est en train de bouger à l'intérieur de son socle. Okay? Maintenant, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout rien. La raison pour laquelle ce n'est pas rien, c'est que ces mouvements sont très, très grands. Quand vous allez chez l'ophtalmologue et que vous pouvez lire des petites lettres, vous avez une très bonne vision, ces petites lettres, elles couvrent un nombre assez limité de photorécepteurs sur votre rétine. Okay? Par comparaison, ces mouvements sont gigantesques. Ça, c'est les mouvements de l'œil. Okay? Donc, quand vous êtes assis en train de lire un journal avec des petits caractères, en réalité, les lettres sont étalées sur votre rétine comme ça, et vous êtes tranquillement assis en train de lire le journal comme si rien ne bougeait. Donc, vous voyez un monde parfaitement statique alors que votre œil est toujours en mouvement. Vous pouvez le remarquer, si certains d'entre vous ont déjà été très très fatigués et que vous vous allongez sur votre lit et vous avez la tête parfaitement immobile et que vous avez passé par exemple un jour 24 heures sans dormir, à ce moment-là, ces mouvements diminuent. Et quand ces mouvements diminuent, vous voyez votre vision périphérique qui se rétrécit.
si vous avez pris du Lexomil, par exemple, ce genre de choses. Eh bien, la raison pour laquelle la vision périphérique diminue, c'est que ces mouvements sont trop faibles pour activer vos cellules périphériques. Et donc, les cellules périphériques arrêtent de marcher. De façon plus violente, si vous stoppez ces mouvements, et maintenant on peut les stopper simplement avec un miroir, on stabilise l'image, on fait bouger un miroir avec la même vitesse que l'œil et on stabilise l'image sur la rétine, vous devenez aveugle, temporairement. Donc le premier chercheur qui a fait ça, c'est injecter du curare dans l'œil et est devenu aveugle dans les nerfs de l'œil, est devenu aveugle jusqu'à ce que l'effet du curare disparaisse. Donc non seulement le cerveau, en quelque sorte, doit éliminer ces mouvements qui existent, mais en plus, le cerveau en a besoin pour la vision. Ils sont essentiels à la vision, ces mouvements. Okay. Maintenant, ça, c'est les petits mouvements, les mouvements imperceptibles. Il y a des mouvements plus grands qui sont les saccades. Donc, la raison pour laquelle c'était très difficile de fixer ce point noir tout à l'heure, c'est que votre œil a l'habitude de bouger de point en point 4 ou 5 fois par seconde. Et donc, quand on vous demande de fixer un endroit, c'est difficile de rester sur l'endroit même. Et donc, quand vous regardez ce profil de Néfertiti, vous balayez, votre œil est constamment en train de balayer. Maintenant, vous savez très bien, je regarde Antoine, je me tourne, je regarde Mademoiselle, etc. Mais vous remarquez que quand je passe de l'un de vous à l'autre, je n'ai pas le monde entier qui bouge. Or, mon œil est en train de bouger extrêmement vite, beaucoup plus vite que quand je tourne la tête. Comment ça se fait qu'on n'a pas le monde entier qui bouge ? Eh bien, il semblerait qu'il y a une inhibition massive qui vienne éteindre le système visuel pendant ce mouvement. Donc, en gros, on est en train de voir une succession de photos et on a l'impression de voir un monde parfaitement continu. Donc ça, c'est un autre mystère, à mon avis, qui est une chose assez intéressante et à mon sens, on comprend très mal. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une très mauvaise analogie de se dire que le système visuel ou la rétine ou le cortex primaire fait simplement une photocopie du monde visuel, mais que ce qui est beaucoup plus évocateur comme analogie, c'est que le système visuel ou la rétine est un peu comme un peintre ou comme un écrivain qui fait vraiment une représentation du monde visuel et l'envoie au cerveau. Maintenant, ce n'est pas seulement une représentation, mais c'est 12 ou 15 représentations. La rétine va diviser le monde visuel en 15 différentes représentations, va les envoyer au cerveau. Le cerveau doit ensuite les recombiner pour créer le monde visuel et personne ne sait comment le cerveau fait ça. OK ? Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Je reviens en arrière. Il semble que les mammifères sont plus sensibles au mouvement qu'aux objets fixes. Il paraît que, par exemple, quand on regarde un tigre, il faut mieux ne pas bouger parce qu'il ne vous voit pas. Absolument. D'ailleurs, absolument. Donc, les mouvements sont les stimuli qui, si vous voulez, génèrent le plus de réponses dans le système visuel. Ça, c'est vraiment une propriété assez fondamentale du système visuel. Et par exemple, même indépendamment des mammifères, les animaux, il y a une expérience très classique qui date d'il y a, je sais pas, 30, 40, 50 ans, où les gens ont pris des grenouilles et les mettent sur des piles de mouches mortes, et les grenouilles ne les mangent pas. Simplement parce que les grenouilles ne les voient pas, parce qu'elles voient les mouches d'après leur mouvement. Absolument. Maintenant, donc là, pour finir, est-ce que vous avez encore 10 minutes de patience ou je m'arrête ? Oui. Alors, dans les dernières 10 minutes, une chose comme ça, je vais faire un rapide survol de tout ça. C'était vraiment pour vous montrer que le traitement de l'information à un niveau bas est très compliqué, très sophistiqué. Déjà, dans votre rétine, se passent 1000 choses extrêmement sophistiquées. Pardon. Ce que j'aimerais illustrer maintenant, c'est qu'on ne peut pas simplement penser à la vision comme quelque chose bottom-up, de prendre ces éléments, de les mettre ensemble, les combiner comme la vision de Mach et d'essayer de comprendre la vision. Mais qu'il faut aussi considérer des phénomènes plus corticaux ou plus globaux ou des contraintes plus globales de la vision. Donc là, je vais vous parler d'un certain nombre de problèmes dont je ne suis pas du tout spécialiste et aussi qu'on maîtrise très mal. Donc je vais plus poser des questions que d'apporter des réponses. Alors la première chose, c'est qu'il y a une question d'intégration quand on voit. C'est-à-dire que si je veux me baser simplement sur des bords, j'ai une tâche très difficile pour reconstituer une image. Et donc, de cette image, vous aurez beaucoup de peine à reconnaître un homme penché. Okay ? Mais en revanche, si vous reconnaissez ici un élément comme une oreille ou un chapeau, vous aurez peut-être beaucoup plus d'aisance à reconnaître un homme. Okay ? Et donc, il se peut qu'on utilise des petits détails du champ visuel
pour reconnaître l'ensemble du monde visuel et non pas de mettre ensemble une collection de lignes. Okay? Donc il y a une tâche un petit peu d'intégration que fait le cerveau qui n'est pas du tout expliquée jusqu'ici. Ensuite, comme on l'a montré avec l'exemple de Halle Berry, la vision implique une forme de catégorisation, une forme d'invariance. Moi, je vous vois, quand vous tournez la tête, vous êtes toujours le même individu. Pour moi, si je vous vois dans l'obscurité, vous êtes le même individu. Et donc, mon système visuel, intrinsèquement, catégorise les choses et ne marche pas simplement comme une infinité d'images désorganisées que le cerveau analyse. Okay? Donc, une expérience qui est assez amusante, qui a été faite là-dessus par un collègue en Israël, à l'Institut Weizmann, c'est de prendre des images d'un certain nombre d'individus et d'en catégoriser certaines comme des amis. Et ensuite, on demande à un sujet, on montre à un sujet une succession de ses visages et on lui demande à chaque visage de dire est-ce que c'est un ami ou pas. Okay? Sauf que ce que fait l'expérimentateur sans que le sujet le sache, c'est qu'il, pendant la durée de l'expérience, il morphe, il change un ami, graduellement, il le change en un inconnu. Okay? Et donc, quand le sujet va reconnaître l'ami, la catégorisation du sujet va aussi changer. Et donc, à la fin de l'expérience, le sujet va reconnaître ce type comme un ami, alors qu'au début, on ne lui avait pas du tout dit que c'était un ami. Okay? Ce qui m'a amusé, c'est que cette expérience est sortie plus ou moins en même temps qu'un roman de Daniel Pennac. Et dans ce roman, qui s'appelle Le dictateur et le hama, il y a un dictateur qui a très peur de se faire tuer, et donc il engage un sosie. Le sosie a peur de se faire tuer, il engage un sosie, ainsi de suite, et ils ont comme ça une chaîne de 15 sosies. Et après quelques années, le dictateur décide de revenir dans son pays et de rediriger son pays. Quand il revient, bien sûr, personne ne le reconnaît parce qu'il n'a plus aucune ressemblance avec le sosie et il se fait tuer. Donc c'est exactement la même expérience que cette expérience, simplement faite de façon plus quantitative. Et donc la question, c'est comment est-ce que le cerveau va faire ces catégories? Est-ce que ce chanteur est en train de chanter dans la nuit solitaire ou est-ce qu'il chante à un grand public? Ou est-ce que votre œil va décider que s'arrêtent les maisons et commencent les visages? Donc ça peut être étudié de façon... je vois que monsieur prend des photos. Si vous voulez, je peux vous envoyer mes transparents. Parce que ça sera plus... Alors, donc ça peut être étudié de façon très quantitative et ça a été fait dans le singe. Alors la façon dont ils l'ont fait, c'est ça. Ils prennent des photos d'un chat et d'un chien et ensuite ils construisent des combinaisons de ces deux photos. Donc ça, c'est 80% chat, 20% chien. Et donc, c'est une espèce de continuum d'animaux. Okay? Et ils font ça avec 3 types de félins différents et 3 types canins différents. D'accord? Donc, ils font toutes les combinaisons de tous ces animaux. Donc là, il y a plein d'animaux intermédiaires le long de chacune de ces lignes. D'accord? Et ensuite, ils demandent aux singes de reconnaître ceci comme chat et ceci comme chien. D'accord? Donc, le singe doit pousser un bouton, le bouton chat là, s'il voit ces images, et le bouton chien, s'il voit une image de ce groupe. Okay? Et déjà, ce qui est fascinant, c'est que le singe peut le faire. C'est-à-dire que le singe distingue ça et ça comme chien, bien que cette image soit beaucoup plus proche de celle-ci que de celle-là. D'accord? Mais encore plus étonnant, c'est qu'ils ont trouvé des neurones dans le singe, dans le cortex frontal du singe, qui font cette catégorisation. Donc ça, c'est la réponse d'un neurone. Et au moment où le singe fait le choix, vous voyez que tous les chiens sont... le neurone répond de la même manière à tous les chiens, donc aux chiens même qui est que 60% chien et 40% chat, et répond de manière identique à tous les chats, même si c'est un chat qui a 60%. Donc ce neurone a fait cette catégorisation, et c'est une catégorisation apprise. À tel point, et ça je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais à tel point qu'ils ensuite forcent le singe à apprendre une autre catégorisation, et ils voient le changement dans le neurone. Okay? Ensuite, bien sûr, il y a l'influence, en plus de la catégorie, du contexte. On voit à l'intérieur d'un certain contexte. Donc, si je vous montre ça, vous ne voyez que des points noirs et blancs. Mais si j'ajoute ça, vous verrez peut-être un chien. Si vous n'avez jamais vu cette image, vous ne verrez pas un chien. Mais si je vous dis qu'ici, il y a la tête, ça c'est l'oreille, là il y a une patte, là il y a l'autre patte, là il y a le dos, vous verrez un dalmatien. Okay? Et là, pour le restant de votre vie, vous ne pourrez jamais voir cette image sans voir un dalmatien. Donc, dans les 2-3 secondes qui ont précédé, j'ai changé quelque chose dans votre cerveau à tout jamais. Okay? Mais quoi qu'il en soit, là, l'importance du contexte est capitale, parce que là, vous pouvez voir que c'était le ventre du dalmatien. Mais vous ne le voyez qu'en fonction du contexte. Et ça, c'est bien sûr pas quelque chose qui est capturé par cette
vision bottom-up du traitement de l'information visuelle. Et enfin, il y a, au-delà du contexte, il y a une espèce de métacontexte, si vous voulez, qui est l'influence de l'attention, l'influence de l'expectation. Si quelqu'un ouvre la porte derrière et c'est un être humain qui entre et qui s'assoit, je le verrai très vite. Si quelqu'un ouvre la porte et c'est un crocodile qui entre et qui s'assoit, je mettrai beaucoup plus de temps à le voir et à me rendre compte que c'est un crocodile parce que je ne m'y attends pas. Okay? Alors, peut-être que je vais vous montrer, la meilleure façon, je pense, c'est d'illustrer ça avec... alors ça, c'est un test d'attention. Donc, ce que vous devez faire, c'est de compter le nombre de passes de ballon. Okay? Donc, concentrez-vous bien, c'est un test d'attention. Il faut compter le nombre de passes de ballon. Attendez, je vais juste m'assurer que le volume est suffisamment élevé. OK. Donc, comptez bien. Hein. Donc là, vous verrez, il y a un ours, en fait, qui a un moonwalking bear, regardez là, qui apparaît. et que vous avez complètement raté, mais c'était quelque chose de tout à fait visible. Okay? Donc ça, c'est simplement, vous ne l'avez pas vu. Il était dans votre système visuel, il est rentré dans votre cerveau, mais vous ne l'avez pas vu. Okay? Il est présent, si je le mesure dans votre cerveau, je le verrai. Mais maintenant que vous savez que vous devez le voir, maintenant que vous y attendez, vous pouvez le voir très aisément et compter les balles. Donc ça, je vais vous le prouver, on va le faire parce que je ne veux pas que vous pensiez que l'attention est divisée. Donc maintenant que vous savez, vous pouvez à la fois voir le gorille et compter les balles. Donc là, bon, je vais quand même prendre un film différent parce que sinon c'est trop facile. Donc là, concentrez-vous et vous verrez que vous pourrez et compter les balles et voir le gorille. Donc allons-y. Donc comptez bien. Hein. Faites-le parce que... Vous verrez que vous pourrez voir le gorille en même temps, tout en comptant le nombre de balles et tout en m'écoutant. Donc là, vous voyez le gorille, machin, tac, 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 ok. Donc vous avez vu, est-ce que vous avez compté? Combien? Ok. Donc là, vous voyez, le type est parti et le rideau change complètement de couleur et vous avez probablement raté ça. Donc il y a vraiment un rôle très très important de l'expectation. Voilà. Donc, bon, il y a d'autres aspects, mais peut-être que comme c'est un peu tard, je vais les sauter. Et je vais juste conclure avec la chose suivante. Donc, ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est on peut comprendre la vision dans une certaine mesure bottom-up, c'est-à-dire en analysant la machine, en voyant ce que chaque élément peut faire, en les mettant ensemble et petit à petit en construisant, si vous voulez, un espèce de circuit qui nous dit comment la vision marche. Ce qu'on a dit ensuite, c'est qu'il faut prendre en considération des phénomènes plus conceptuels ou des contraintes plus globales sur l'action du cerveau ou des choses qui ne sont pas forcément purement visuelles comme l'attention ou l'importance du contexte ou de l'expectation. Mais ce que j'aimerais, pour conclure, ce que j'aimerais souligner, c'est que ce qui fait le charme de la biologie, de la neuroscience, et ce qui fait aussi son incroyable difficulté, c'est qu'on ne peut pas séparer ces deux plans, à mon avis.
que ces deux plans sont enchevêtrés et que sont inséparables vraiment. Et j'aimerais vous montrer un exemple de ce que je veux dire, parce que c'est vraiment au cœur de ce qui, à mon sens, est la difficulté et l'aspect non trivial du fonctionnement du cerveau. Et l'exemple que je vais vous montrer sera basé sur ce genre d'illusion qui est ce qu'on appelle le triangle de Kanitsa. Donc vous avez 3 Pac-Man ici et des traits noirs. Et ce que vous voyez, c'est un triangle blanc, n'est-ce pas? Qui n'existe pas, qui est parfaitement virtuel. Un autre exemple similaire, c'est ça où vous voyez un cube alors que c'est une figure purement plane. Donc ça va être des variantes de ça. Donc on va comparer les réponses neuronales à différents stimuli. Le premier, ça sera un vrai carré. Okay. Le deuxième, ça sera une variante du triangle de Kanitsa, donc une espèce de carré de Kanitsa qui est donc un carré parfaitement virtuel. Un troisième, ça sera une version amodale, on appelle ça amodale, où on a juste rajouté ces traits, ici, là, sur le bord des Pac-Man. Mais si vous regardez ça un moment, vous aurez l'impression que c'est un carré blanc posé sur un fond noir avec une feuille qui a 4 trous posés dessus. Okay. Et sinon, des carrés, des espèces de carrés de Kanitsa où les Pac-Man sont tournés de façon aléatoire et donc le carré disparaît. Okay. Donc comment est-ce qu'on voit ce carré? Okay, ben, c'est très simple. L'information est envoyée dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a un petit monsieur qui dit « Attention, ça ressemble à un carré au cerveau. » N'est-ce pas? Sauf que ce petit monsieur n'existe pas. Ce petit monsieur, c'est le cerveau lui-même. Okay? Et en particulier, si on regarde ici dans le cerveau, si on regarde la réponse des cellules du cortex visuel primaire, on a des petits champs récepteurs. Et ces champs récepteurs, ces cellules, elles voient qu'un fond uniforme. Elles ne voient pas de bordure de carré, n'est-ce pas? Mais alors, chose invraisemblable, c'est que si on mesure la réponse de ces cellules dans le cortex visuel primaire à différentes positions, on voit une certaine réponse. Donc là, en bleu, ça c'est en fonction de la hauteur du champ récepteur, en fonction de la position de la cellule. En bleu, on voit la réponse au vrai carré. Donc il y a une réponse très nette sur le bord du carré à 0. D'accord? En rouge, ici, c'est la réponse au carré illusoire. Donc, bien qu'il n'y a absolument rien à détecter, la cellule détecte quand même quelque chose. D'accord? Donc, ça paraît complètement science-fictionnesque. D'accord? Alors, comment est-ce que ça pourrait marcher? Une suggestion, c'est qu'il y a beaucoup de cellules dans le cortex visuel primaire qui examinent cette région générale de l'espace. Okay? Et les cellules qui sont un peu plus loin, qui sont sur le bord du Pac-Man, vont voir un bord. Et donc vont peut-être alerter les cellules de l'étape d'après dans le cortex, si vous voulez, le cortex visuel secondaire, en disant, voilà, là, il y a peut-être un bord. Et ensuite, en conséquence, à son tour, le cortex visuel secondaire va renvoyer l'information au cortex primaire en disant, attention, il y a peut-être un bord. Et donc va rendre cette cellule un peu plus sensible au bord. Okay? Donc il y a une espèce de dialogue entre les niveaux différents de perception dans le cerveau. Et donc l'image, et alors si on regarde ça, l'évolution dans le temps, c'est tout à fait cohérent parce que la réponse au vrai carré est très rapide dans le cortex visuel primaire, la réponse au carré illusoire, au carré de Kanitsa, est un peu retardée. Donc ça donne le temps à l'information de remonter et de redescendre. D'accord ? Et donc l'image à laquelle on arrive, c'est une image en fait où la vision est faite d'un ensemble, d'une multitude de boucles. L'information est envoyée du thalamus au cortex visuel primaire, renvoyée au thalamus, ensuite envoyée au cortex visuel secondaire, renvoyée au cortex visuel primaire au thalamus, et donc on ne peut comprendre probablement la vision que comme le résultat de cette infinité de boucles enchevêtrées. D'accord ? Et donc le dernier transparent que je vais vous montrer, c'est que ça est tout à fait consistant avec ce qu'on connaît des connexions neuronales. Comme je vous ai dit avant, la lumière donc, crée une certaine activité dans la rétine. Crée une certaine activité dans la rétine qui excite le thalamus, qui à son tour excite le cortex visuel primaire, et ensuite le cortex visuel primaire envoie toute l'activité dans le reste du cerveau. Donc ça, c'est l'aspect bottom-up de la vision. D'accord ? Mais maintenant, ce qui est très étonnant, c'est que le cortex dans son ensemble va lui-même envoyer plein de connexions vers le bas. Va envoyer beaucoup de connexions vers le cortex primaire, va envoyer des connexions vers le thalamus, et ainsi de suite. Et ce qui est fascinant, c'est que le nombre de connexions reçues ici dans le cortex visuel primaire, le nombre de connexions reçues du thalamus, c'est peut-être 5 ou 10% de l'ensemble des connexions. Okay ?
Donc numérairement, ce qui domine même le plan le plus élémentaire de la vision du cerveau, donc le plan du cortex visuel primaire, numérairement, ce qui domine, c'est ce qui vient de votre cerveau, et non pas ce qui vient du monde extérieur. Et donc ça commence à ressembler à l'idée de certains penseurs anciens, qui est que, en fait, le monde ne se projette pas sur nous, mais c'est nous qui nous projetons sur le monde. C'est-à-dire que le cerveau est constamment en train de créer un monde possible pour nous, un monde visuel possible, et l'input visuel du monde extérieur est simplement en train de guider cette représentation faite par le cerveau lui-même. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Et le cervelet? Oui, alors, ça c'est vrai, donc, ok, donc là je vous ai parlé, d'abord je n'ai pas de réponse complète à cette question. Je vous ai parlé de ce qui se passe, comme on dit, supratentorially, donc en dessus, si vous voulez, du thalamus. Donc je vous ai parlé de ce qui se passe dans le midbrain, dans le cœur du cerveau et dans le reste du cortex. En dessous, il y a toute une machinerie qui est la machinerie la plus élémentaire du cerveau, qui est le cervelet, qui est cette structure ici, et qui est le tronc cérébral, qui contrôle beaucoup qui contrôle la respiration, qui contrôle l'appétit, qui contrôle le besoin au sommeil, qui contrôle beaucoup de choses, et qui a un énorme rôle dans la gestion des mouvements, dans la finesse des mouvements, dans le contrôle moteur, etc. Et qui a aussi beaucoup de rôles cognitifs et beaucoup qui sont réalisés par des connexions entre le cortex frontal et le tronc cérébral. OK. Donc, il y a plusieurs aspects différents. D'abord, il y a des noyaux dans cette partie plus élémentaire du cerveau qui sont responsables du mouvement des yeux, qui sont impliqués dans le mouvement des yeux et qui ont des connexions très fortes avec des aires du cortex, comme l'aire MT, qui sont impliquées dans la reconnaissance des mouvements et dans le mouvement des yeux. Donc, il y a toute une série de traitements de l'information qui se fait au-dessous du cortex et qui a rapport avec les mouvements, de nouveau, à la fois les mouvements du monde visuel et les mouvements de l'observateur, les mouvements des yeux. D'accord ? Maintenant, il y a un autre rôle que le tronc cérébral et le cervelet remplissent, ce sont des rôles d'intégration. Donc, c'est le rôle de la combinaison des stimuli visuels, des stimuli vestibulaires, etc. Et donc, bien sûr, la façon dont on voit le monde dépend de l'estimation qu'on a de la position de notre tête. Donc si moi je pense que j'ai une tête penchée, j'interpréterai le monde différemment que si j'interprète que j'ai une tête verticale. Et tous les noyaux vestibulaires donc, qui monitorent la position du corps lui-même sont des noyaux vestibulaires qui sont logés dans le tronc cérébral, en dessous du cervelet. Okay, et qui font partie bien sûr de pathways qui vont du cervelet au tronc cérébral, au cortex, etc. Et donc, il faut qu'il y ait une forme d'intégration, et il y a donc ces espèces de loops qui passent par le cervelet et qui seront impliqués dans l'intégration de l'input vestibulaire à l'input visuel. Donc ça, c'est une réponse très soft et très incomplète, mais simplement pour dire que bien sûr, il y a une implication, mais je ne suis pas sûr que ça soit très très bien compris. Et alors, est-ce que... Donc il y a des cellules qui reconnaissent des images spontanément. Il y a parfois des images qu'on ne peut pas voir. Est-ce qu'il y a une cellule, par exemple, qui permet volontairement de ne pas voir certaines choses? Par exemple, des images insoutenables ou un réflexe Alors, bon, à un niveau élevé, je ne sais pas. Je ne sais pas si, par exemple, s'il y a un traumatisme peut causer une lésion très, très spécifique. Ça, je ne sais pas. Mais je peux donner donc, je ne peux pas donner de réponse complète à cette question, j'en ai aucune idée, mais je peux donner deux petits éléments de réponse. Le premier, c'est que, comme j'ai dit, il y a dans la rétine ou dans les aires assez élémentaires, si tu veux, la rétine efface certains mouvements, certaines images, comme le mouvement global, quand je bouge ma tête. Et donc, il y a des façons systématiques que le cerveau a trouvées d'effacer ce qui est inutile. Alors, est-ce qu'un tel effacement, par exemple, est aussi présent dans une mesure plus fine et plus sélective dans le cortex? Ça, je ne sais pas. Un autre exemple de cet effacement, c'est qu'il y a des veines
qui couvrent la rétine et donc qui bloquent, qui produisent de l'ombre sur la rétine et on ne les voit pas, ces ombres. Parce qu'on les a tout le temps, donc les cerveaux les enlèvent. Et quand on va chez l'ophtalmologue et qu'il approche sa lampe, ces ombres sont un peu déplacées. Et donc là, d'un coup, on voit les veines, on voit ses propres veines. D'accord ? Maintenant, une chose que je peux dire, c'est qu'il y a des lésions, maintenant pas des lésions qui sont le résultat de, par exemple, de l'apprentissage ou des expériences normales de la vie, mais des lésions d'un traumatisme physique. Par exemple, il y a le cas d'une patiente, vous en avez peut-être entendu parler, qui avait une toute petite lésion dans son nerf temporal, là où il y a la reconnaissance des visages. Et donc, elle n'avait aucune séquelle, sauf qu'elle pouvait voir un visage et reconnaître des yeux, un nez, une bouche, dire c'est un visage, mais elle avait perdu, elle ne pouvait plus reconnaître le visage. Donc, attribuer le visage à une personne donnée. C'est la séquelle qu'elle avait. Donc, par exemple, quand elle allait chez le médecin, elle devait se rappeler de la chemise que portait son mari pour le reconnaître dans la salle d'attente, parce qu'elle ne pouvait pas se baser sur son visage. Donc, il est possible, certainement, d'avoir des lésions très, très sélectives. Si on regarde un objet réel comme une grille, est-ce qu'on retrouve cette grille dans le neuronal, dans l'image de neuronale enfin? Oui. Alors, ça c'est une bonne question. Donc, c'est une très bonne question. Donc, il y a, comme à peu près tout en biologie et en neurosciences, la réponse est et oui et non. Donc, il y a des aires du cerveau dans lesquelles la réponse est oui, il y a des aires du cerveau dans lesquelles la réponse est non, il y a des cellules qui retiennent l'information spatiale, d'autres pas. Le cortex visuel primaire, par exemple, si vous regardez quelles sont les aires du cortex visuel qui répondent à l'œil gauche ou à l'œil droit, vous avez une espèce de labyrinthe. Donc, il y a des bandes de cellules qui répondent à l'œil gauche et des bandes de cellules qui répondent à l'œil droit. Okay ? Si vous avez une certaine forme géométrique, elle sera maintenue sur la topographie du cortex visuel primaire. Okay ? À tel point qu'il y a la suggestion que certaines hallucinations que vous avez, par exemple, si vous prenez de la LSD, eh bien, il y a des hallucinations très typiques quand on prend certaines formes de drogue qui sont des hallucinations géométriques. Donc, il y a des triangles, il y a des hexagones, des choses comme ça. Et une hypothèse, c'est que ces hallucinations, donc la géométrie de ces hallucinations, reflète la géométrie des connexions neuronales dans le cerveau. Okay. Maintenant, il faut ajouter un grain de sel. C'est que, par exemple, comme je vous ai dit, il y a différentes cellules qui répondent à certaines orientations et pas à d'autres. Et si vous regardez la map de ces cellules sur le cortex visuel primaire, ça vous fait aussi une certaine map topographique. Donc les cellules qui répondent à cet angle seront proches des cellules qui répondent à cet angle et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de cohérence même géométrique à ce niveau-là. Mais ça, c'est vrai chez nous, c'est vrai chez le singe, c'est vrai chez le chat, c'est même vrai, si je ne me trompe pas, chez le rat, mais ce n'est pas vrai chez la souris. Chez la souris, il n'y a pas de cette map topographique n'existe pas, mais elle est quand même capable de voir et d'avoir un traitement de visuel spatial. Donc c'est pour ça que je vous dis que la réponse est un mélange de oui et de non. Il y a cette question de latéralité, il y a un œil directeur. Quand on aligne le bras en regardant avec les deux yeux, on s'aperçoit qu'il y a un œil sur l'œil du bras et l'autre qui était sous-dominant. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Cette expérience, on fixe un point avec les deux yeux et le doigt, et après on regarde, ensuite on ferme un œil et l'autre, et on s'aperçoit que dans un cas, il y a le bras bouge, parce qu'il n'a pas été dirigé par l'œil. Par l'œil. Oui, alors, est-ce que ça, c'est... Je ne sais pas si ça a à voir simplement avec le fait si on utilise le bras droit ou le bras gauche et ça change la dominance de l'œil, ou si c'est juste une asymétrie intrinsèque. Ça, je ne sais pas, je ne connais pas cette expérience. Je connais pas cette expérience, mais ouais, d'accord. Mais une expérience que je connais en revanche, c'est que par exemple, donc je vous disais ces bandes qui sont sur le cerveau, donc sur le cortex visuel primaire, qui répondent principalement à l'œil gauche et à l'œil droit. Une expérience qui a été faite, c'était de fermer un des deux yeux d'un chat. Et pendant l'enfance, pendant le développement. Et donc les bandes qui correspondent à l'œil fermé vont complètement être rétrécies et l'œil ouvert va devenir vraiment l'œil dominant. Donc peut-être que c'est un type d'asymétrie comme ça dont il s'agit. J'avais une question un peu plus pratique sur votre expérience. Vous isolez la rétine et vous mettez des électrodes. Vous collez directement les électrodes aux cordes des neurones et en fait, le faisceau d'axones qui part, vous le coupez. Enfin, comment ça se fait ? Non, alors bon, oui. Donc ça c'est. Alors moi-même, je fais pas les expériences, donc je peux vous donner qu'une
qu'une réponse partielle. Mais donc on extrait la rétine. Là, bien sûr, le faisceau est coupé. À ce moment-là, quand on extrait la rétine. Ensuite, on met cette rétine sur les électrodes et on la presse jusqu'à ce que les électrodes deviennent sensibles à l'activité des cellules. Okay. Maintenant, en effet, vous avez raison qu'il y a un facteur de confusion, qu'il y a les corps cellulaires, il y a les axones, etc. Et donc, il y a tout un travail de processing du signal qui va suivre pour déterminer vraiment quelle électrode ou quel ensemble d'électrodes mesure quel neurone. Et donc, il y aura toute une analyse des données qui sera faite pour reconnaître des patterns stéréotypiques qui viennent de tel neurone, tel autre neurone, et d'analyser à partir de ce que donnent les électrodes vraiment les signaux qui viennent de neurones. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas. Moi, j'aurais peut-être juste, si vous pouvez dire 2 mots, entre le rapport entre donc, la vision des choses qu'on voit vraiment et les images mentales qu'on peut faire dans la tête. Par exemple, si je pense à une chaise, ou je la vois d'une certaine façon, dans un œil intérieur, mais c'est différent. Oui, alors ça, encore une fois, ça c'est une chose qui est peu connue de manière générale et certainement très peu connue de moi, donc je ne pourrais pas vous donner de réponse détaillée. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'il y a des expériences qui ont été faites où on demande à des gens d'imaginer des images ou d'imaginer un stimulus visuel et qu'on mesure l'activité et on retrouve cette activité jusqu'à très bas dans le cerveau, jusqu'au cortex visuel primaire, si je ne me trompe pas. Okay. Et donc, cette activité est générée quelque part ou émerge d'une manière ou d'une autre, mais elle est renvoyée en quelque sorte dans tout le cerveau et elle recrée un petit peu l'expérience visuelle. Ça, c'est un résultat. Un autre résultat qui existe, c'est si on regarde le cortex visuel primaire dans l'absence de stimuli, on retrouve des patterns d'activité qui ressemblent aux patterns d'activité de quand on voit. Donc, c'est comme si le cerveau est constamment en train de générer de l'activité et en train de deviner un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et donc, quand on imagine, on donne un peu libre cours à ça, j'imagine. Donc, dans les années 70, il y avait une chose qui était très à la mode pour les gens qui ne voulaient pas prendre de drogue, c'était les deprivation tanks. Donc, les gens allaient dans des tanks qui flottaient sur l'eau comme ça et on fermait le truc. Et donc, ils étaient dans l'obscurité la plus totale, il n'y avait pas d'odeur, il y avait un toucher limité parce qu'ils flottaient sur l'eau, il n'y avait pas de bruit. Et assez rapidement, ils commençaient à avoir des hallucinations invraisemblables. Et donc, quand il n'y a aucun input qui vient, le cerveau commence à générer de façon anarchique des signaux. Il me semble que les schizophrènes voient le monde d'une manière différente, avec plus de couleurs. Merci. C'est juste, je pense que si on a la schizophrénie, on voit le monde d'une manière un peu différente. On voit plus de couleurs, ou de couleurs rouges, où il y a des êtres qui apparaissent à la périphérie de la vision. Est-ce que quelqu'un a étudié les mécanismes visuels parmi les personnes malades schizophrènes? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que je ne sais pas du tout dans le cas spécifique de la schizophrénie, mais c'est tout à fait vrai qu'il y a des syndromes très typiques. Par exemple, dans certaines formes de psychose, c'est assez typique d'avoir des hallucinations de gens qui sont en général assez petits, et souvent assez agréables, d'ailleurs assez sympathiques, etc. Et je ne sais pas, maintenant, encore une fois, comme je n'ai pas d'idée sur la réponse dans le cas de la schizophrénie, ça j'ai vraiment aucune idée, mais je peux faire une analogie avec un phénomène peut-être un peu analogue, mais très élémentaire, qui est dans les migraines. Donc souvent les migraines sont précédées d'un aura visuel, on voit une grande tache lumineuse, on voit un grand trait lumineux ou des espèces de patrons lumineux, et ça c'est probablement dû au fait qu'il y a une vague d'activité qui se propage dans le cortex visuel et qui se propage de façon assez lente et qui est donc différente de l'activité typique électrique du cerveau, qui est probablement une activité due au calcium, enfin bon, et donc qui crée ces espèces de patrons lumineux virtuels. Maintenant, est-ce que c'est possible que dans une zone beaucoup plus cognitive du cerveau, il y ait ce même genre de phénomène où il y a une espèce d'activation spontanée mais suffisamment sélective pour qu'on voit un objet? Ça ne me paraît pas impossible, mais j'ai aucune idée. Je ne sais pas si toi, j'ai une migraine, mais pas d'idée. Justement, je savais. Oui.
J'ai pas bien compris le mécanisme de l'illusion d'optique, là où il y a les losanges. Vous savez, vous déplacez un petit losange. Oui, moi non plus. Alors, donc, il y a sans doute plusieurs choses qui interviennent. Et j'y ai pas réfléchi suffisamment en détail. Il y a plusieurs choses qui interviennent. D'une part, mais c'était un film, donc je ne pourrais pas le montrer. Donc d'une part, il y a cet effet sans doute du champ récepteur. C'est-à-dire, il y avait des gradations qui vont du plus foncé au plus clair. Donc selon la clarté ou l'obscurité du voisin, on voit l'objet comme plus clair ou plus foncé. Et donc, c'est sûrement, les couleurs sont sûrement agencées de manière à ce que ce calcul de différence se fasse de façon à corroborer le voisin, si vous voulez. Okay. Maintenant, en plus de ça, vous me direz à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas un dégradé de lumière? Donc, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus clair en haut et plus foncé en bas? Et ça, c'est sans doute quelque chose qui a à voir avec un traitement visuel beaucoup plus avancé. Alors, attendez, ça, je peux vous montrer peut-être un exemple. Donc ça, il y a des exemples. Donc ça, par exemple, donc ça, vous voyez, là, ce qui se passe, c'est que ces deux, c'est exactement les mêmes. Ok, donc il y a un dégradé d'intensité, simplement que celui-là, vous le voyez en plus foncé, de manière générale, à cause de la proximité avec celui-là. Donc ça explique ce qui se passe immédiatement au bord. Que le bord soit plus foncé, ça se comprend. Okay? Mais pourquoi l'ensemble de l'objet est plus foncé que celui-ci? Ça, c'est probablement un effet de filling in, donc un effet cortical où le cerveau réajuste les choses pour que ça ait l'air raisonnable. Maintenant, donc là, si vous voyez ça, là, ici, vous voyez la même chose. Là, vous voyez la même chose qu'ici, plus ou moins, donc vous voyez ce dégradé, en quelque sorte. Mais là, vous ne voyez pas le dégradé. Vous interprétez ce dégradé comme étant de l'ombre. D'accord? Donc, selon la configuration de l'objet, le cerveau va l'interpréter différemment. Là, ces deux vous ont l'air beaucoup plus similaires et vous avez l'impression que c'est de l'ombre. Et donc, ça, c'est bien sûr une correction que fait le cerveau qui est bien plus élevée que simplement dans la rétine ou dans V1. Okay? Et donc, je pense qu'il y a un phénomène de filling in, justement, dans cette illusion des losanges. Par exemple, je vous ai dit, ces champs récepteurs ne répondent pas si vous avez, ou très peu, si vous avez un fond uniforme. Donc si je regarde, par exemple ici, je ne devrais rien voir, c'est blanc, n'est-ce pas? Mais je le vois quand même, je ne vois pas rien ici, je vois du blanc, je vois l'écran. Et probablement que le cortex, que le cerveau lui-même remplit cette région et décide que c'est du blanc et que c'est uniforme. Okay? Maintenant, comment c'est fait, je ne pense pas que ce soit connu. Je ne pense pas du tout qu'on sait comment le cerveau fait ça. D'ailleurs, je peux vous montrer, là, c'est une chose similaire. Là, vous voyez... Là, à cause de la proximité, là, vous voyez un anneau uni. Maintenant, si je le sépare un petit peu, vous voyez celui-là de façon plus foncée. Alors, vous le voyez plus foncé à cause du champ récepteur, parce qu'ici, autour, c'est plus clair. Mais pourquoi vous le voyez tellement uniforme? Ça, c'est quelque chose de plus... un traitement plus avancé. Et finalement, quand je le déplace, maintenant, vous voyez ces effets de transparence qui sont aussi plus sophistiqués que juste une illusion simple du champ récepteur. D'autres questions? Dans les expériences de mort imminente, les rescapés prétendent voir la même image tous, le tunnel avec l'extrémité lumineuse. Est-ce que c'est plausible? Ils le disent. Et on a dû faire quand même, vous avez fait des études concernant les rêveurs pour voir au moment où ils rêvent, c'est-à-dire qu'ils voient des images, voir quelles sont les cellules qui sont impliquées ou qui sont stimulées. On a fait ça. Alors moi, je n'ai pas fait moi-même d'études sur les rêveurs, sauf sur un rêveur, mais donc une chose qui a été faite quantitativement, c'est sur des rats. Et donc on prend des rats et on les entraîne à faire des mouvements. Okay? Et ensuite, on examine dans leur sommeil les patterns d'activité dans certaines régions du cerveau et on voit des patterns d'activité qui sont très proches à une espèce de répétition de ces mêmes mouvements. Donc c'est comme si le rat, dans son sommeil, est en train de répéter, en train de s'entraîner virtuellement dans son cerveau à faire ces mouvements.
Et donc, ça, c'est différent de ce que vous demandiez, parce que j'imagine que vous êtes curieuse sur l'aspect plus cognitif des rêves ou l'aspect plus sémantique des rêves. Donc ça, c'est un exemple un peu plus simple, qui est un exemple moteur, simplement, où le cerveau se réentraîne consolide, si vous voulez, ce qu'il a appris. Et donc, ce qui expliquerait que, par exemple, quand on s'entraîne à jouer au tennis, on peut jouer beaucoup mieux le lendemain ou le surlendemain parce qu'on a dormi et qu'on s'est entraîné virtuellement pendant la nuit. C'est une question très spécifique, je suis désolée. C'était juste pour vérifier quand vous parlez d'intégration et de catégorisation dans les phénomènes très globaux, que vous parlez des gnosies visuelles. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez? Pardon? Quand vous parlez des phénomènes globaux, quand vous parlez d'intégration et de catégorisation des objets, est-ce que vous parlez bien des gnosies visuelles ou est-ce que c'était autre chose? Expliquez-moi votre question, je ne la comprends pas. Je vous demandais si les... Non, je l'ai entendue, mais je ne l'ai pas comprise. Est-ce que vous savez ce que c'est que les gnosies? Non. Ah, c'est ça le problème. Je voulais faire le lien justement dans le traitement plus cortical de la vision. On parle de gnosie. Enfin, on parle de gnosie pour être capable de reconnaître un objet en tant que tel et de pouvoir le catégoriser. Alors comment vous définissez les gnosies? La capacité à reconnaître un objet. Bon, alors? Et du coup, je vous laisse m'assurer que c'était de ça dont vous parliez. Mais j'ai pas bien compris. Donc vous me demandez si la capacité de reconnaître objet est la capacité de reconnaître un objet? J'ai pas compris la question, toujours. Oui, c'est ça que je demande, oui. Disons... si on parlait de la même chose. Alors, peut-être que la raison pour laquelle je comprends toujours pas très bien la question, c'est peut-être parce que un des avantages et des défauts de ce genre d'études ou ce genre d'expérience, c'est quand on parle de reconnaissance d'objets, on veut finalement, en fin de compte, mesurer quelque chose dans les neurones. On veut mesurer la réponse neuronale. Comme par exemple dans l'exemple du singe qui peut catégoriser les chats et les chiens, n'est-ce pas? Donc on veut mesurer, on veut voir un corrélat neuronal de cette catégorisation. Ça, c'est le but de l'expérience. Maintenant, étant donné qu'on veut faire ça, on doit fixer un protocole. Donc on doit fixer des images et dire, voilà, on veut se catégoriser entre les chats et les chiens. Donc on doit se rappeler que ce n'est pas une expérience complètement générale. On ne parle pas de catégorisation de toutes les formes possibles de catégorisation. C'est une forme de catégorisation et on trouve un corrélat neuronal à cette forme de catégorisation. Je suspecte que la question que vous avez, c'est, vous avez en tête une définition plus globale de ce que c'est que la catégorisation et vous me demandez, est-ce que ce dont je parle correspond à cette définition plus globale que vous avez? Je pense que c'est ça que vous me posez comme question. Eh bien, la réponse est non, parce que la réponse, forcément, d'après ces expériences, on ne peut que atteindre une version très spécifique de ce qu'on appelle la catégorisation. Mais sans ça, on ne peut pas faire de progrès. Donc l'idée, c'est de réduire le problème à une version très spécifique, de voir si on trouve un corrélat neuronal à cette version très spécifique. Cette version spécifique va nous donner une idée sur le mécanisme. Une fois qu'on a une idée sur le mécanisme, on va voir si ce mécanisme peut se généraliser ou peut expliquer d'autres formes de catégorisation qu'on va ensuite aller tester. Et donc, pas par pas, on essaye d'étendre la définition de catégorisation. Mais pour être conservatif, ce que j'entends par catégorisation, c'est simplement les protocoles expérimentaux utilisés ou dans un cadre suffisamment étroit. Bon, eh bien, je vous remercie. Oui. Alors, je voudrais venir au problème inverse. C'est-à-dire que vous avez besoin de voir, donc d'activer la rétine, mais là, ça va donner un signal au niveau du cerveau. Alors, est-ce que vous pouvez faire le contraire, c'est-à-dire activer les zones du cerveau que vous voulez, suivant le protocole que vous voulez, de façon à générer une vision abstraite, qui ne serait pas une vision, mais qui serait un sentiment qui vous donnerait une illusion de ce que c'est.
Comment? Donc, c'est ça, donc, oui, donc alors la réponse que donne monsieur, c'est que ce que dit monsieur, c'est que vous voyez ou vous ne voyez pas le singe selon le degré d'expectation ou d'attention que vous avez pendant que vous regardez les joueurs avec la balle. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous faites une modification assez globale du cerveau, probablement par un neuromodulateur ou quelque chose d'assez général dans le cerveau, qui va redescendre et va vous servir à voir ce singe. Okay, donc, mais peut-être que vous posez une question un peu plus systématique, un peu différente, qui est: est-ce qu'on peut vraiment stimuler un neurone? Alors, il y a certaines... Bon, alors, il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Alors, je ne sais pas si on peut stimuler pour créer une image spécifique. Ça, j'ai jamais vu d'expérience aussi spécifique que ça. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est... Par exemple, il y a des expériences où il y a des points, un ensemble de points qui se promènent de façon aléatoire et qui vont dans une direction plutôt qu'une autre. Mais c'est suffisamment compliqué comme pattern de points pour que ça soit difficile de voir si les points vont vers la gauche ou vers la droite. Et le singe doit décider si ça va vers la gauche ou vers la droite. Okay? Eh bien, on peut, par une stimulation minime d'une aire du cerveau, où on stimule vraiment 200 microns, donc une petite fraction de millimètre cube, on influe sur la décision du singe. Okay, donc il a suffi de stimuler de l'ordre de 200 neurones peut-être, et cette stimulation de simplement 200 neurones, et on a 100 milliards de neurones dans le cerveau. Donc cette stimulation de quelques centaines de neurones va changer le comportement entier du cerveau, donc la décision. Maintenant, il y a beaucoup d'expériences aussi de stimulation. Par exemple, il y a des formes de dépression sévères qui sont traitées par stimulation. Il y a des formes de Parkinson qui sont traitées par stimulation. Donc certainement que les stimulations locales peuvent avoir des effets très très profonds sur le fonctionnement du cerveau. Ouais. Bon, eh bien merci beaucoup.